Ce soir, on accueille Michel Schwab, qui est un passionné de géologie et que la vie a emmené sur des chemins de traverse pour aller de découverte en découverte. Et aujourd'hui, il va nous faire part avec passion, avec beaucoup de passion, de tout ce qui lui est arrivé, de tout ce qu'il a découvert et de tout ce qu'on va essayer de comprendre peut-être, en tout cas d'entendre. Donc Michel, si tu peux nous résumer un petit peu ton parcours et puis la parole est à toi. Merci Alain, bonsoir tout le monde. Très belle présentation. Oui, je suis un peu un curieux qui, au cours de sa vie, a eu beaucoup de chance de rencontrer un tas de situations, un tas de personnes qui m'ont permis d'avancer sur le chemin de la conscience. En fait, je suis originaire d'une petite ville en Alsace qui s'appelle Sainte-Marie-aux-Mines, dans laquelle il y a eu 10 siècles d'exploitation minière. Et puis le hasard de mes rencontres d'enfance m'ont amené à réexplorer ce passé minier, à découvrir un petit peu la minéralogie et toutes ces choses. Et j'ai passé 40 ans de ma vie à organiser un gros salon sur place, où un des plus importants salons de minéraux du monde, où il y avait 1200 exposants, 35 000 visiteurs dans une petite ville de province dans laquelle on était obligé de monter 650 tentes. Et c'était une aventure de 40 années de bonheur, de plaisir. Ça m'a permis de courir le monde. Et dans les années 85-87, de découvrir le New Age aux États-Unis, dans lequel a été introduite cette notion de cristallothérapie, lithothérapie, etc. Donc, je me suis intéressé à la chose, pas pour le fait, on va dire, scientifique ou de la curiosité, simplement pour un fait commercial. On s'était déjà dit à l'époque qu'il serait nécessaire de redévelopper un peu le marché en Europe. Donc, j'ai importé ce concept en 1987 ou 88, je ne me rappelle plus, en France. Et ça a été un grand succès, puisque pendant une trentaine d'années, on a accueilli, on va dire, les grands gourous de la lithothérapie mondiale en France, à Sainte-Marie-aux-Mines. Donc, je me suis intéressé à cette approche. Je suis quand même de formation scientifique. J'ai fait de l'informatique, j'ai fait de la géologie. Et je me suis dit, tiens, il y a quand même peut-être quelque chose d'intéressant d'un point de vue de la connaissance, d'un point de vue de la science, derrière le fait de dire, je peux envisager de me soigner avec un minéral. Pour moi, c'était quelque chose d'inconcevable d'un point de vue scientifique. Je pouvais très bien comprendre que si on broyait un minéral, on le consommait, qu'il y avait un effet physico-chimique, ça c'était tout à fait entendu, mais que je prenne un cristal dans la main et qu'il se passe quelque chose, ça c'était beaucoup plus complexe et pour moi inabordable. Donc, j'ai cherché en France des gens qui connaissaient, qui avaient cette connaissance, et j'en ai pas trouvé beaucoup. J'ai trouvé Jean-Luc Ayoum, que vous connaissez peut-être, qui est toujours sur le blog, c'est un médecin parisien. Il y avait un monsieur qui s'appelle Daniel Montes, qui était dans ma région en plus, et qui donnait des cours de lithothérapie. Et j'avoue que je n'y suis pas allé, on va dire, de manière très consciente, je me suis laissé prendre par la main et j'ai été voir. Et j'ai découvert des choses assez extraordinaires. La principale chose, c'est qu'en fait, ce n'est pas la connaissance, on va dire, ésotérique ou la connaissance des minéraux qui m'a impacté, c'est que je me suis découvert un ressenti. Je ne connaissais pas du tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que bien, je regardais quelqu'un et puis simplement en regardant, j'étais en capacité de dire ce qu'il n'allait pas. Donc, je me suis dit, waouh, c'est une drôle d'affaire, ça, je ne m'attendais pas du tout à découvrir ça sur ce chemin-là. Et c'est ce qui m'a après poussé à continuer à expérimenter, à chercher on va dire des contextes thérapeutiques, etc. Donc, j'ai fait un tas de choses. J'étais un des premiers avec Freddy Pochka à faire la kinésiologie comportementale dans les années 90. J'ai fait 5 ans de médecine chinoise. J'ai fait de l'ostéopathie crânio-sacrée. J'ai fait du décodage biologique. J'ai fait des thérapies comportementales et cognitives. J'ai fait un tas de trucs pour simplement me rassurer et me dire que mon approche, ma compétence n'était pas forcément totalement fantaisiste et qu'il y avait quelque chose derrière ça qui était cohérent, qui était sérieux. Je n'ai jamais trouvé de solution dans les pratiques que j'ai mises en œuvre, au point où à un moment donné, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? En pratiquant de manière intuitive et sensitive, il se passe que il y a des résultats.
Maintenant, les expliquer, c'est une autre histoire. Et très vite, je me suis rendu compte que ça dépassait l'entendement intellectuel ou la compétence ou la connaissance ou un tas de choses. Donc, il y avait derrière tout ça un mécanisme qui m'intéressait fondamentalement, mais je n'étais pas capable d'identifier. Jusqu'au jour où bah, j'ai mis un nom sur tout ça, ça s'appelle la conscience. Donc, j'ai commencé par explorer la littérature, explorer tout ce qui peut exister au niveau de la conscience, et j'avoue, je n'ai pas trouvé grand-chose. Et quand on cherche aujourd'hui, ben, il n'y a pas forcément grand-chose. Il y a évidemment des épistémologies, à Johnston en France, etc., qui ont fait une œuvre magnifique, mais on reste toujours sur sa fin, parce qu'on se dit, mais concrètement, comment ça fonctionne? Et donc, j'ai été amené à pratiquer en Allemagne, parce que je suis alsacien, donc ce sont mes voisins directs. À Baden-Baden, il y a tout ça, un grand salon des médecines, on va dire, complémentaires, mais pas un salon de santé, c'est réellement un salon médical professionnel dans lequel on présente des technologies avant-gardistes. Et c'est là où j'ai rencontré des principes de biorésonance et des technologies qui me convenaient parce que c'était exactement le champ d'expérience que je voulais mettre en œuvre. Donc, je me suis décidé à acquérir un outil de biorésonance. La biorésonance, je pense que vous savez à peu près ce que c'est, ou du moins vous en avez entendu parler. Ce sont des techniques qui ont été développées dans le cadre de la conquête spatiale, que ce soit du côté russe ou du côté américain, et qui permettaient, par exemple, de faire des bilans de santé dans une fusée, alors qu'il n'y a pas de moyens cliniques de faire des choses à distance, et les prises de thérapeutiques au milieu spatial, ce n'est pas du tout évident. Donc, un directeur de vol d'Apollo à l'époque avait développé une technique qui était pionnière et qui permettait donc, avec des moyens assez simples, d'avoir des résultats assez étonnants. Les Russes ont derrière continué ces développements. Les Russes ont été beaucoup plus pragmatiques que les Américains parce qu'ils ont créé immédiatement derrière une académie de médecine quantique qui existe toujours. Et il faut savoir que la biorésonance en Russie est un outil qui est tout à fait utilisé à travers le monde entier, qui est utilisé par exemple dans les stations en Antarctique, sur les bateaux, dans les avions et un peu partout. Alors qu'aux États-Unis, Bill Nelson, qui avait développé ce produit, s'était dit ça va faire une révolution médicale. À partir du moment où chaque médecin a un outil comme ça sur son bureau, sans aucune investigation, sans rien du tout, il est en capacité d'avoir une information qui est souvent pertinente, mais qui a la particularité d'être totalement décohérente. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement que ça ne repose pas sur un référentiel scientifique traditionnel. C'est-à-dire qu'on a toujours un processus analytique de diagnostic et derrière, on va engager en fonction du diagnostic établi, de l'imagerie médicale, des analyses biologiques, etc. On va établir une thérapeutique. Alors qu'avec ce genre d'outils, ça ne marche pas. C'est parfaitement on va dire, déstabilisant parce qu'on voudrait essayer d'associer, par exemple, une technique, on va dire, l'acupuncture, la naturopathie ou n'importe quoi, et remodéliser cette pratique dans un outil biorésonance, et là, on se rend compte que ça ne marche pas. Et c'est une des raisons principales que la biorésonance n'a jamais réussi à s'imposer on ne parle même pas dans la médecine, encore que c'est faux. Actuellement, il y a les plus grosses consommations de biorésonance, c'est au Japon et en Chine. Et on a des producteurs européens, notamment allemands, qui fabriquent des dizaines de milliers d'appareils qui sont réservés à ce marché-là. Alors, la décohérence, par contre, a un intérêt, c'est qu'on peut tester, quand les machines sont conçues de manière ouverte, absolument tout. On va tester une fréquence, on va tester quelque chose et on va voir le résultat à travers un feedback immédiatement. Et là, on se rend compte que waouh, c'est totalement décoiffant. Décoiffant au point où vous pouvez voir arriver une personne avec un processus dégénératif avancé, et puis vous allez trouver un tas d'informations qui sont soit cohérentes avec le modèle scientifique habituel, soit décohérentes. Et vous allez essayer de faire quelque chose de cohérent. Et là, vous allez voir que vous vous limitez à rentrer dans un processus de soulagement, parce que la médecine, il ne faut pas l'oublier, a été développée comme un outil de soulagement. En France ou dans le monde entier, personne n'a on va dire,
d'attirance ou de recherche par rapport à un mode de guérison. On veut tous simplement ne plus souffrir, on veut être soulagé. Donc évidemment, culturellement, socialement, les outils ont été développés dans ce sens-là. On répare parfaitement bien et on soulage plus ou moins bien. Par contre, guérir, c'est une autre histoire. Alors qu'avec la biorésonance, on se dit, bon, ben, on ne soulage peut-être pas comme avec la médecine traditionnelle. Par contre, on a une capacité, à travers un processus, on va dire, intuitif, ou un processus de logique de résonance, de mettre en place un scénario qui, lui, va non pas aller vers le soulagement, mais aller vers une guérison. Comme personne n'est soucieux de cette guérison, eh bien, le processus, on ne le met pas en œuvre, on ne l'utilise pas. Et c'est ce qui fait que la biorésonance est restée dans un terrain officiel, dans un terrain, on va dire, technique, spatial, militaire, toutes ces choses-là, mais n'est jamais rentrée dans la biologie, dans les thérapeutiques traditionnelles. Aujourd'hui, eh bien, on est confronté à, vous en êtes tous conscients, à un grand phénomène déstructurel au niveau de la société. On voit bien que le monde de la médecine est en train de, il ne faut pas avoir peur des mots, de s'effondrer. Il n'y a pas que le monde de la médecine, tous les autres piliers sociaux sont aujourd'hui en train de s'effondrer. On va voir tout à l'heure un petit peu quels sont les mécanismes qui engagent ça. Je tiens à vous mettre aussi en garde, ce n'est pas forcément confortable, mais on verra ça de manière superficielle. On ne va pas développer des points particuliers parce qu'il faudrait des heures. Si pour des personnes qui sont très sensibles ou qui ont besoin d'avoir un développement, on pourra le faire en particulier, ou Alain pourra proposer des réunions thématiques sur un tas d'autres domaines, et on ira voir alors en détail comment les choses fonctionnent. Parce qu'avec ces outils de résonance, on est aujourd'hui capable de traiter n'importe quoi. On peut traiter une personne, mais on peut traiter un système, on peut traiter l'humanité dans sa globalité, on peut aller voir ce qui se passe dans l'univers. Il n'y a aucune limite puisqu'on est dans un contexte qui est totalement quantique. Et ça, c'est surprenant et c'est totalement déstabilisant. Parce que ça nous explique tout simplement que, eh bien, demain, il n'y a plus d'hôpital. Mais je suis souffrant, je fais quoi si demain il n'y a plus d'hôpital? Et puis n'importe qui est concerné par des problèmes de santé, donc on se pose la question, mais il va se passer quoi? Eh bien, toutes ces technologies ont été remplacées. Elles ont été remplacées pas par des évolutions techniques de ce qui existe, mais par des outils, par exemple la biorésonance, de manière systématique. La biorésonance, à partir de demain, on peut très bien vous dire, eh bien, votre téléphone portable sera votre médecin, sera votre hôpital. Personne ne peut imaginer l'impact, personne ne peut imaginer les possibilités qui sont induites. L'efficience, ce n'est pas x2, x3, x4, mais on est au cœur de ces médecines quantiques, de ces thérapies quantiques qui sont totalement informationnelles et fréquentielles, où là, derrière, il n'y a plus de limite parce que ça marche par la résonance, donc par la justesse. Et les résultats, eh bien, c'est complètement sidérant. On peut régénérer des corps, on peut refaire pousser des membres, on peut faire des choses complètement hallucinantes. Donc, il est difficile d'admettre ça socialement parce qu'on n'a pas du tout ni de réseaux neuronaux, ni de schémas cognitifs qui nous permettent d'aborder ça. Ce n'est même pas de la science-fiction. Et ça avance à une vitesse colossale. Les technologies qu'on nous annonçait il y a maintenant 2-3 ans, par exemple la technologie de MedBed et compagnie, aujourd'hui n'existe plus. Il n'y a plus rien de tout ça. Tout a été complètement virtualisé. Et par exemple, j'ai ce genre de technologie sur mon téléphone portable. Je peux prendre un abonnement à vie, je peux faire ce que je veux. C'est tellement hallucinant qu'on a du mal à le tester. Parce qu'on ne peut pas y croire, parce que ce n'est pas normal, parce que ce n'est pas possible. Donc, il faut un peu de temps, il faut laisser les choses se poser, voir aussi, aujourd'hui, il y a 2 ou 3 possibilités commercialisées. Demain, tout le monde sera loti à la même adresse, ce qui veut dire aussi que l'ancien système thérapeutique, qu'il soit traditionnel, allopathique, l'ingénierie médicale, comme les thérapies dans toutes leurs formes disparaissent globalement. Alors, mon cher Michel, si je peux me permettre de poser une petite question, je ne sais pas si d'autres personnes en ont. Tout à l'heure, tu as parlé du fait que ces techniques-là guérissent, mais ne soulagent peut-être pas immédiatement, que la médecine pouvait, par contre, apporter un soulagement pendant que la guérison s'effectuait à un niveau quantique. Et en termes d'aspect pratico-pratique, quel
Quels exemples avons-nous de ces mises en œuvre et des résultats probants concernant ces techniques? Alors, les résultats, il n'y en a pas globalement. Ce que je peux vous proposer, c'est de faire vous-même des tests. Je peux vous adresser des liens sur lesquels on peut tester pendant une journée, etc. On l'a testé, on va dire, confidentiellement. Il se passe des choses. Maintenant, la révolution est telle qu'on ne peut pas l'aborder d'une manière habituelle en disant qu'il y a des programmes de mise en industrialisation avec… non, c'est difficile. Donc, simplement, il faut savoir que ça existe. Mais ce qui est encore plus surprenant, ce qui est encore plus fou, c'est de savoir, de prendre conscience qu'il n'y en a pas besoin. Et c'est le thème de ce soir, c'est de vous expliquer un petit peu que le point de vue qu'on avait sur le fonctionnement du vivant était un point de vue qui correspond à un espace spatio-temporel, à un référentiel qui est celui du 19e, du 20e siècle, avec des connaissances, avec des moyens, avec des modélisations, avec des points de vue qui aujourd'hui sont partis en obsolescence. Vous vous rendez compte que ce qui se passe aujourd'hui au niveau de l'humanité dans sa globalité, ce n'est rien d'autre qu'un changement de paradigme. Nous sortons d'un paradigme analytique, nous sortons d'un paradigme scientifique, qui est aussi, il ne faut jamais l'oublier, autant scientiste que scientifique. Et qu'en fin de compte, eh bien, ce n'est qu'un point de vue, ce n'est qu'une illusion. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, ça veut simplement dire que nous passons aujourd'hui dans un autre paradigme, qui est le paradigme quantique. Eh bien, il va falloir se réinventer de nouvelles illusions. Mais la facilité, c'est que le point de vue quantique est une telle ouverture, on peut faire tout ce qu'on veut, tout est efficient à condition de respecter une attitude. Cette attitude aujourd'hui, eh bien, c'est plus du quantique, c'est plus du supraquantique, c'est ce qu'on appelle de l'urquantique, et ce n'est rien d'autre que la science du miracle. Et il faut savoir que, aussi curieux que ça puisse sembler, ce qu'on nous propose aujourd'hui à travers le transhumanisme n'est rien d'autre qu'un copier-coller de toutes ces caractéristiques-là, et d'un point de vue technologique. Et on sait faire, d'un point de vue technologique, la même chose qu'on sait faire sans technologie. Donc, pourquoi s'encombrer d'une technologie? Et c'est un peu le chemin que j'aimerais vous faire explorer ce soir. Alors, on peut peut-être solliciter les personnes présentes si quelqu'un a d'ores et déjà une question, une précision à demander. Donc, vous pouvez activer vos caméras, lever la main et puis éventuellement intervenir si vous souhaitez. J'y connais pas grand-chose, hein. J'ai juste vu des appareils avec ordinateur, etc., domestiques, on va dire. De gens, Mhm. c'était ultra impressionnant. Je suis restée pendant 1 heure et demie. Voilà, il suffit de donner un petit morceau d'ongle et ça analyse l'ADN. Donc, quand vous dites qu'il n'y a pas de technologie, si, il y en a, il y a des appareils. Il y a des appareils, bien sûr, il y a des appareils. Ouais, C'est l'aspect c'est ma transhumaniste. question. L'aspect transhumaniste a technologisé tous ces principes-là, tout ce qu'on va voir tout à l'heure, ont été technologisés tout simplement parce que c'était quelque chose. On ne laissait pas l'humain accéder à ce type de concept, à ce type de potentialité. Et c'est le grand drame qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Ce drame mérite d'être développé, mais on ne pourra pas le faire ce soir. Vous avez tous compris que le monde est en crise aujourd'hui d'une manière inimaginable. C'est la première fois que les humains sont confrontés à une telle problématique. Cette problématique, on va faire un petit retour arrière. C'est quoi cette problématique? C'est assez simple à comprendre. En fait, nous, on s'imagine qu'il y a un tas de facteurs, on va dire que c'est multifactoriel, avec peut-être une notion d'infini derrière, alors qu'en fin de compte, le problème est relativement simple. Ce qui s'est passé, eh bien, je l'ai découvert tout à fait accidentellement quand j'avais 19 ans. J'ai voulu donc faire de la géologie et puis venant d'un endroit où il y avait beaucoup de minéraux, par exemple Sainte-Marie aux Mines, il y a 135 minéraux à un endroit. Je me suis toujours interrogé, mais comment se fait-il qu'il puisse y avoir 135 minéraux différents au même endroit? C'est pas normal. Il y a une science qui s'appelle la métallogénie qui permet d'essayer de comprendre comment les choses s'installent dans le sol. Donc j'ai décidé de devenir métallogéniste.
L'Institut de géologie à Strasbourg, eh bien, il y avait une annexe qui s'appelait le Milano, un bistrot, et puis on passait plus de temps presque au bistrot qu'à l'Institut, mais tout l'Institut était souvent bistrot aussi, donc c'était assez étonnant, c'était très convivial. Et à table, un jour, il y avait le directeur de l'Institut qui me dit « Mais jeune homme, vous voulez faire quoi dans la géologie ?» Je lui dis « De la météorogénie. » Il me dit « Vous plaisantez, ça n'existe pas. » Comment ça n'existe pas? Les plus importants, les plus brillants métallurgistes de la planète étaient français au début du XXe siècle. Et bien, mais non, mais tout ça s'est passé. Intéressez-vous à la précarité des matières premières. Quel intérêt? Puis bon, j'ai écouté son truc, j'ai commencé à regarder un petit peu à l'époque ce que c'était que la précarité. Il n'y avait encore pas d'ordinateur comme maintenant, donc il fallait lire des bouquins, il fallait voir. Et là, je me suis rendu compte, mince, il y a quand même un sacré problème. On est dans un principe malthuséen, ça veut dire que tout simplement, on a une disponibilité des matières premières qui est linéaire, on a une croissance de la population qui est exponentielle, forcément, à un moment donné, il y allait avoir un problème. Et le problème, il était déjà connu en 1820, donc Malthus avait déjà fait les premières modélisations, et il disait en 2050, il n'y aura plus de matières premières. Waouh, comment il a fait ça? On ne sait pas. En 1962, IBM commençait à commercialiser ses gros ordinateurs dans les universités américaines, et les universités n'en voulaient pas, parce qu'apparemment, elles ne savaient pas trop quoi faire avec ça. Donc, c'est John Kennedy qui a décidé de créer un test. À Berkeley, en Californie, ils ont fait un test sur les matières premières, à savoir quelles étaient les réserves avec une croissance, avec une consommation en 1962, et la croissance démographique, c'est le MIT à Boston qui a pris le dossier en charge. 2-3 mois plus tard, ils ont sorti les premiers résultats, ils sont arrivés à 2050. Bon, tiens, c'était quand même curieux. Et aujourd'hui, on n'est pas loin de 2050. La consommation des matières premières, c'est une exponentielle aussi. On est confronté à ça. On a bouffé 85% de nos matières premières, il en reste 15%. Il y a des gens un peu plus prévoyants que la grande partie de l'humanité, ce sont les Chinois. Ils ont racheté 85% des 15%, et le reste, c'est la Russie, et puis il ne reste rien pour l'Occident. Et on en est là. Et toute la crise actuelle, c'est juste ça. Alors, la NASA nous avait promis à une certaine époque qu'on allait chercher des matières premières sur les autres planètes. Après, c'était les fonds des océans. Après, c'était la banquise de l'Arctique. Tout ça a généré un tas de scénarios, dont le réchauffement climatique, etc., pour essayer de justifier la mise à disposition de matières premières. On n'a rien réglé du tout. On est maintenant dans une impasse totale. Cette impasse était 2050. Elle a été reprise en charge par le fameux forum de Davos, qui a mis en place une stratégie pour pouvoir gérer toute cette situation. De 2050, on est passé à 2030. Au printemps l'année dernière, on est passé de 2030 à 2027. Et là, on voit que 2027, c'est demain. Et que demain, toutes les structures, tout ce qu'on connaît dans la société, on est obligé de le remettre en cause. Jusqu'à se dire, mais on n'a pas d'autre solution que de baisser la population humaine. Et vous comprenez aussi, sans mots ouverts, que toutes les pandémies, les trucs et le machin, c'est conçu pour ça. Donc, voilà où on en est aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, il faut se poser la question, mais qu'est-ce que moi, en tant qu'individu, comment je peux me projeter demain? Qu'est-ce que je peux faire de la vie? On voit que tout ce qu'on nous passe dans les narratifs, dans les scénarios de presse, de politique, etc., rien ne tient. On est dans quelque chose qui est devenu complètement chaotique. Eh bien, il y a 10 ans, on nous l'a expliqué que ça allait devenir chaotique et ça allait se terminer par une extinction, l'anthropocène, et qu'en 2050, il y a 10 ans, on serait confronté à une extinction. Maintenant, l'extinction elle a aussi été avancée à 2027. Alors, Michel, si je peux me permettre une question, comment peut-on relier ces difficultés liées aux ressources, à la surpopulation, aux problèmes de santé, avec les phénomènes quantiques et l'approche quantique? Puisque, vous allez le comprendre. Voilà, parce que d'un point de vue quantique, effectivement, tout peut se transformer. Ça veut dire que demain, il n'y a plus de pénurie de matériaux, de matière, il n'y a plus de problème de surpopulation, il n'y a plus de problème de quoi que ce soit. Tout peut être codifié, résolu, pensé. Dans l'absolu, oui. Dans la pratique, c'est une autre histoire. Ça nous ramène aussi à la problématique de l'énergie libre, etc. Donc, je vais vous proposer maintenant de rentrer un peu plus dans le concret, de voir ce qui se passe. Ce qui se passe,
Il n'y a rien de mystérieux, c'est simplement de l'astronomie, c'est un phénomène qui est parfait en soi, qui est tout à fait normal. C'est simplement le vécu de ce qui se passe qui aujourd'hui fait partie on va dire, de l'ingénierie sociale et qui met l'humanité, on va dire, d'une certaine manière en péril. Voilà, donc on va rentrer dans le… À moins qu'il y ait d'autres questions, on pourra en parler pendant des heures, mais on va essayer quand même maintenant d'aller… Alors, on peut demander, est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Eric? Oui. Bonjour Michel. Moi, j'ai une petite question. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur la différence entre la médecine énergétique, parce qu'il y a beaucoup de mots dedans, et si on ajoute le mot quantique? Quelle est la différence si je fais médecine énergétique quantique avec la médecine énergétique qu'on parle aujourd'hui, avec toutes les… Aujourd'hui, on peut parler de Reiki, de Lao Chi, de magnétisme, et d'énormément de méthodes, on va dire, qui ne se servent pas de la machine du tout, on va dire, avec l'intention, etc. Mais si je rajoute le mot quantique, qu'est-ce que ça change? Rien. Tout est profondément quantique, tout est profondément, on va dire, newtonien, tout est tout. Mais en même temps, on a créé une grande confusion. C'est-à-dire qu'à quelque chose qui répond à un archétype, on peut prendre par exemple la médecine chinoise, qui est le plus ancien archétype thérapeutique, moins 5000 ans. Pourquoi la médecine chinoise fonctionne? On ne sait pas trop. Donc, on a créé des modèles. On sait qu'à force de le répéter des milliers de fois, ça crée cet archétype. Cet archétype devient quelque chose de concret. C'est une réallusion, donc c'est une réalité illusionnelle. Mais aujourd'hui, on est embêté avec ça parce que simplement en claquant du doigt, on est capable de faire un processus thérapeutique complet, global, dans le principe du soulagement, dans le principe d'une réharmonisation. On n'a plus besoin de rien. Et ça va très, très loin. On peut prendre des problèmes structuraux, par exemple, ce qu'on appelle un stress postural, ou des choses qui concernent absolument tout le monde. On a des problématiques à tout niveau, à tout moment. Eh bien, on se dit, mais comment on va aborder ça? Qu'est-ce qu'on va faire? Par exemple, vous prenez un sportif de haut niveau qui a besoin d'avoir un équilibre postural pour être performant dans son domaine, eh bien, l'ostéo va vous dire, oui, ok, on pourra travailler, il y a peut-être 2 ans de boulot, un truc comme ça. Eh bien, aujourd'hui, il n'y a plus 2 ans de boulot. Aujourd'hui, ça marche avec une respiration sans rien faire, à condition que c'est du sens, qu'on soit dans une attitude qui corresponde. Et ça marche pour 99,9% des gens, même si on n'y connaît absolument rien. Donc, vous pouvez vous imaginer que si ça marche du postural, où on a 17 niveaux articulaires qui sont impactés les uns dans les autres, avec des choses qui sont en place depuis des années, on le mesure, c'est une expérience qu'on fait systématiquement. On prend quelqu'un, on mesure la longueur des jambes, on le couche sur une table, on prend un groupe complet avec 20 ou 30 personnes, les gens font ça en double aveugle, et à la fin, on les fait respirer une fois, et chez 99% des gens, on ne va pas aller forcément à zéro, mais ils tendent vers zéro, sans avoir rien fait. Et c'est là où on en est aujourd'hui. Ça veut dire qu'il n'y a plus du tout de protocole thérapeutique. L'attitude quantique est une des clés qui permettent de se mettre dans cette attitude où la nature, le vivant, va conspirer à nous mettre en santé, à condition que ça ait du sens. Et c'est un peu le bouquet que je voudrais vous offrir ce soir, de vous dire, tiens, je vais lire quelque chose, vous n'avez jamais lu ça, ça n'existe pas, je ne sais pas pourquoi. On commence à voir qu'on y vient, qu'on y tend, hein, les grands gourous américains, que ce soit les John Dispenza, tout le monde arrive à ça, Nassim Haramein, et c'est une jubilation actuellement de voir que le monde est en train de se concrétiser sur un projet qui est cohérent et que chacun peut s'approprier, à condition qu'il sache, à condition qu'il ait conscience de la chose. Si on n'a pas conscience de ça, eh bien on reste dans la structure, on répète inlassablement les mêmes processus, les mêmes choses, et on a les mêmes résultats. Aujourd'hui, quand vous regardez l'efficience d'une thérapie, eh bien, c'est une illusion totale. Il n'y a pas du tout d'aspect protocolaire, cartésien, scientifique. C'est juste un système de croyance. C'est la capacité à générer du placebo dans la relation qui va faire le résultat. Et si vous avez cette capacité, tout le monde l'a, sans connaître quoi que ce soit, simplement en ayant conscience de la chose, je vais vous montrer à la fin comment ça fonctionne, vous êtes capable à n'importe quel moment, simplement en regardant 3 photos devant vous, eh bien, vous remettre dans une situation
qui vous permettent d'aller vers le meilleur de vous-même, qui vous permettent d'aller vers la santé. Mais pas en faisant quelque chose, il n'y a rien à faire. Et vous verrez que tous les grands fondements, que ce soit de la médecine, que ce soit de la psychologie, que ce soit des cultures, de la philosophie, aujourd'hui sont en train de basculer dans le monde de l'illusion. Et c'est très bien et c'est parfait. Si c'est ma réalité, je ne peux pas faire un déni de réalité, mais si c'est une illusion, j'ai parfaitement le droit de changer d'illusion et de choisir une illusion qui me convienne mieux aujourd'hui. Et il n'y a pas de technique pour faire ça, il n'y a rien à faire. Et c'est ça qui est, pour nous humains, extrêmement difficile à aborder. S'il n'y a rien à faire, je ne mérite rien. Il n'y a rien à faire, foutez-vous la paix. Simplement, mettez-vous dans une attitude qui permette de vous mettre en reliance avec l'intelligence de vie et apprécier ce qui est. Et vous allez voir que la clé, elle est là. À partir du moment où je suis en capacité d'apprécier pas ce qui est autour de moi, mais ce que je vis, eh bien, le processus se met en place implicitement et spontanément. Avec les technologies, on fait l'expérience en permanence et on le voit, et quelqu'un va repartir en disant « mais c'est extraordinaire ». Mais juste comme ça, juste en allant cultiver mes fleurs dans mon jardin, je suis capable de sortir de la situation? Ben, certainement oui. On a une question de Solange qui lève la main depuis tout à l'heure. Oui, bonsoir Michel. Alors, vous m'entendez? Oui. Oui, très bien. J'entends donc l'attitude quantique. Alors, moi, je suis énergéticienne, j'ai un travail sur le chi et sur le son. Et ça, c'est juste pour vous situer un petit peu ma pratique. Et donc, depuis 30 ans aussi, avec un travail sur le son. Alors, j'interviens maintenant parce que dans ce que vous allez nous exposer, d'abord, je suis très intéressée de la manière dont d'abord de votre parcours et puis de la manière dont vous présentez les choses. Et si vous pouvez alors juste peut-être faire un parallèle ou inclure dedans peut-être les travaux de Vladimir Poponin, Gurdjieff, si tout ça, ça vous parle par rapport à justement au quantique, et si dans la présentation que vous allez faire, il y a des choses qui comment on va dire, qui s'expliquent soit à travers la lumière quantique ou le son. Voilà, c'est juste pour orienter un peu peut-être, de dire que moi j'ai un intérêt particulier par rapport à ça, et je pense que Bon, Solange, ce sont des concepts, ce sont des mots, ce sont des approches qui appartiennent à une époque, à un référentiel, à une culture, qui sont ni justes ni fausses, simplement elles sont. Elles ont permis aux gens de prendre conscience d'un certain nombre de phénomènes, de se les approprier, d'avancer, d'avoir une vision de plus en plus holistique ou fractale des mécanismes. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de référence, il n'y a plus rien à lire, il n'y a plus rien à apprendre, il n'y a plus rien à écouter, il y a juste à prendre conscience. Et en plus, c'est gratuit. C'est à chacun de se dire à un moment donné, bah, tiens, j'ai compris un petit truc. Avec ce que j'ai ce soir, bien, si j'essaie de le mettre en pratique dans ma vie, qu'est-ce qui se passe? Et là, on se rend compte qu'il ne se passe rien. Parce qu'il ne peut rien se passer. Et je vais vous expliquer après pourquoi il ne peut rien se passer. Parce que la vie est par principe intelligente et la vie fait le mieux pour la vie. Et ce n'est pas mentalement qu'on va pouvoir aborder les choses. Si on veut aborder les choses, il faut déjà commencer par perdre la raison. Et ça, ce n'est pas simple. Pour nous, humains, on est dans des schémas culturels où on a forcément raison, on a construit sa raison, on a construit sa vie, on a construit ses relations, et puis de dire, en fin de compte, à un moment donné, mais tout ça n'est rien d'autre qu'une illusion. On peut le dire, mais le vivre, c'est quasiment impossible. Ou il faut être dans un ermitage ou perdu à quelque part où on est tout seul, où on peut mettre en pratique. Parce que la psychologie derrière, vous allez comprendre que tout ça répond à une histoire, répond à une logique. Et cette logique, elle remet en cause l'histoire de l'humanité. Donc l'idée aujourd'hui, ce n'est pas de vouloir se dire je vais faire évoluer quelque chose dans un stade A, qui est le stade de trait freudien ou autre chose, pour l'amener dans un point de vue quantique. Et ça, c'est pour moi la grande turpitude, la grande erreur, c'est de donner la terminologie quantique à tout. C'est vrai que tout est profondément quantique, mais c'est juste une histoire de point de vue. Si j'ai un point de vue analytique et que je parle de quantique, je ne suis pas quantique. J'ai un point de vue qui est analytique, qui va répondre, et je vais faire du quantique quelque chose d'analytique. Et ça, c'est un peu embêtant, c'est confusionnel. Et aujourd'hui, la confusion, elle est totale. À tout. Le problème de l'humanité aujourd'hui, c'est qu'on est fusionné dans le con. Et n'oubliez pas aussi que la conscience,
ce n'est rien d'autre que la science du con. Ça s'appelle la diagonale du con. C'est monstrueux. Regardez tous les mots qui commencent par con. Et vous allez voir. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il y a eu une inversion. Le con, c'est l'un, c'est l'unité. Et aujourd'hui, regardez ce qu'on a fait du con. Amusez-vous avec la sémantique, amusez-vous, vous allez voir. Il y a une seule exception, et je vous la laisserai deviner tout à l'heure. Mais tout ce qui commence par con, eh bien, regardez, complot, c'est placer le con. Alors qu'en fait, c'est placer l'unité. Tous les mots qui commencent par con, avec N ou avec M. On a un sketch là-dessus qu'on aura peut-être l'occasion un jour de développer avec vous. Voilà, donc l'idée, encore une fois, c'est d'abandonner tout ce qui nous donne raison. On est dans une période, Michel, pardon, je te coupe, on est dans une période où il se passe une espèce de… Enfin, ce que la plupart des gens disent, c'est qu'il y a une espèce d'élévation du niveau énergétique global qui fait que de plus en plus de personnes accèdent à un certain nombre de capacités qui leur sont propres, à tel point que probablement dans peu de temps, il ne sera plus nécessaire d'avoir un accompagnant qui nous guide dans l'hypnose et que tout le monde sera capable d'accéder à cette dimension très facilement. Mais au final, si certaines machines peuvent apporter des améliorations, des évolutions, des changements, en fait, où se trouve l'outil? Est-ce que l'outil, c'est l'humain, en fait? Ou une partie de lui? Une partie de lui. L'outil, c'est le tout, c'est la renonce. On va peut-être s'arrêter là pour rentrer dans quelque chose de plus visuel. Je vais vous expliquer un petit peu tout ça de manière concrète. Et il faut avoir des images sous les yeux pour pouvoir intégrer la chose. Mais ce que tu dis est vrai, ça va beaucoup plus loin que ça, parce que demain, on n'a plus besoin de manger. Demain, on n'a plus besoin de se mettre en sécurité. Demain, on n'a plus besoin d'autre chose. Demain, on va toucher à une notion d'immortalité. Et quand je dis demain, c'est aujourd'hui. C'est juste une histoire de point de vue. Mais pour nous, humains, c'est impossible. On ne peut pas, notre psychologie ne l'admet pas. Donc, on reste dans quelque chose qui est très matériel. On est conditionné, notre biologie, notre psychologie est conditionnée. Il y a un aspect addictif qui est même là derrière, qui fait qu'en fin de compte, on ne peut pas en sortir. Et on ne veut pas en sortir. Et vous allez très bien comprendre tout de suite, mais pourquoi on ne peut pas en sortir? On ne peut rien faire. Et ça, c'est terrifiant pour l'humain. Parce que c'est la simplicité, c'est l'unité qui fait absolument tout si on est dans l'attitude qui convient à l'accueillir. Ce dont je vous parle aujourd'hui, ça s'appelle le paradis. C'est rien d'autre dans les allégories. Et vous allez comprendre que le paradis, ce n'est pas du tout ce qu'on croit, ce n'est pas une plage aux Seychelles avec des cocotiers, avec des Nubiens et des jeunes vierges, etc. Ça n'a rien à voir avec ça. Le paradis, c'est mon attitude intérieure. Et cette attitude intérieure, c'est aujourd'hui, entre guillemets, un devoir de le construire et de le créer. Ce qui ne veut pas dire que je quitte mon raisonnement humain, ça ne veut pas dire que je quitte ma vie d'humain, ça ne veut pas dire que je quitte mes relations humaines, ça veut simplement dire que je les vis différemment. Et le vécu, tout se joue dans le moment présent. Et le moment présent, on nous a raconté plein de choses. Il y a des auteurs merveilleux, il y a Eckhart Tolle qui a écrit 30 livres sur le moment présent. On attend toujours le 31e pour se dire j'aurai peut-être la solution pour vivre le moment présent. Et vous allez comprendre qu'on ne peut pas vivre le moment présent si on est dans la situation actuelle. C'est impossible, parce que c'est la suite logique de l'évolution humaine. Mais on a la potentialité aujourd'hui de rentrer dans un jeu de l'esprit. On peut jouer avec ça, mais on ne peut pas faire. Jouer, ça veut simplement dire, je me fais plaisir. Ce n'est pas un jeu où il y a des gagnants, où il y a des perdants. C'est simplement le jeu de l'illusion. Tant que je suis dans ma réalité concrète, ce n'est pas un jeu, je subis ma réalité, je vis avec. Si c'est une illusion, j'ai le droit de faire ce que j'ai envie de faire. Et c'est là où j'aimerais vous amener ce soir. Est-ce que tout le monde suit ou certains sont à la traîne ou complètement perdus? Thierry, très silencieux. Je crois que tu l'as perdu. Non, j'adhère au propos, mais il y a toujours un déphasage entre adhérer à un propos et être dedans. Je vois quand ma sonnette ne marche pas,
elle ne marche pas. Enfin, normalement, avec des qualités quantiques adéquates, hein, je pourrais m'en approcher ou la penser, elle se remettrait à fonctionner normalement. Or, non. N'ai-je pas un niveau d'élévation suffisant ou ça ne se pose pas comme ça? Il y a un peu de tout ça, certainement. Mais bon, c'est quand même l'endroit où on est aujourd'hui. On est dans une approche de la télépathie, dans un tas de fonctions paranormales, et on est aussi dans des caractéristiques qu'on ne connaissait pas avant, c'est des notions de téléportation, des choses qui sont de plus en plus présentes. Alors, on ne les construit pas, on n'y va pas parce qu'on est la compétence, on n'y va pas parce qu'on a la technique pour le faire, mais on y va parce que ça se passe de manière spontanée et implicite. Et c'est d'être dans cet accueil en permanence en disant, mais les choses se passent. C'est ce qu'on appelle les coïncidences, les synchronicités, tout ce que vous voulez. Et là, on est dans une situation aujourd'hui où on n'a plus d'autres alternatives pour essayer de vivre, on va dire, sereinement, que d'aller vers ce genre de technique. Et regardez un petit peu les travaux de Luc Montagnier sur la fin de sa vie, la téléportation optique, etc. Eh bien, on est au cœur de ça. Et aujourd'hui, toutes les machines, toutes les techniques dont je vous ai parlé tout à l'heure, eh bien, on n'en a même plus besoin. On est capable de faire ça avec ce qu'on appelle les technologies scalaires, sans rien. Et le résultat, mais ce n'est pas bluffant, on reste assis sur son cul en disant mais c'est pas possible. Et ça marche. À condition de respecter l'attitude, de respecter la philosophie de la chose. Mais la philosophie de la chose, encore une fois, c'est perdre la raison. Et pour nous, humains, aujourd'hui, perdre la raison, c'est intellectuellement impossible, mentalement impossible, au niveau de l'ego, impossible. La raison va créer un phénomène qu'on subit tous actuellement, c'est ce qu'on appelle la prédation ordinaire. La prédation ordinaire, c'est simplement toute relation est une relation de pouvoir. Si j'ai raison, l'autre a forcément tort. Et c'est le drame humain. Et on ne peut pas trouver de consensus avec ça. On peut essayer de lisser un petit peu, d'éviter les grosses aspérités, mais la politique, l'économie, les relations humaines reposent sur le même système. Donc, on voit bien que c'est en train de s'effondrer. Je ne sais pas si vous l'avez vu, aujourd'hui, ils annoncent la fermeture de 70 hôpitaux en France dans les 2 mois qui viennent, hein, soit totalement, soit partiellement. Eh bien, on voit bien que ça s'arrête. L'éducation nationale, c'est pareil. À partir de cette année, on va ouvrir le métavers dans les académies. Ce qui veut dire qu'en 2027, il n'y a plus d'éducation nationale, il n'y a plus l'hôpital. Donc, la résilience, c'est aujourd'hui qu'on l'engage, ce n'est pas quand on est dans le chaos, quoi, hein. Donc, l'idée, c'est d'avoir conscience de tout ça, ce n'est pas pour vous faire peur, c'est vous dire simplement, derrière, il y a de la potentialité. Derrière, on peut construire son paradis. On peut être seul au milieu du chaos, parfaitement serein, parfaitement aligné, sans être impacté par quoi que ce soit. C'est ça le paradis. Si d'autres personnes, pendant ce temps, ont des questions. Donc, évidemment, on surfe, hein, on n'a pas le temps d'approfondir les points. Si vous avez des points que vous souhaitez approfondir, vous m'envoyez un email, vous faites quelque chose et je vous répondrai dans tous les cas. Moi, Michel, j'aurais une question par rapport Oui. au quantique. La notion de temps, c'est-à-dire passé, présent, futur dans le monde quantique, et la notion de distance, c'est-à-dire à un moment donné, je peux faire, on parlait de machines, on parlait de biorésonance, on parlait de soins énergétiques, on parle de soins quantiques. Je fais un soin énergétique d'une personne qui est au Japon et je fais sa guérison dans le futur. Non, tu ne la fais pas dans le futur, tu l'as fait dans le présent. Je la fais dans le présent, mais est-ce que je peux la faire dans le futur ou pas? Non, non, non. Donc les futurs n'existent pas. Parce que là, je crée un futur, et à partir du moment où j'ai un savoir universel et je sais que le futur est juste, je peux le faire. Mais ça, personne, aucun humain n'est capable de faire ça. Je pense ça que souvent en hypnose, on futurise, on va dire, un traitement, un soin, quelque chose, un projet, peu importe, etc. Donc, si on futurise quelque chose, on crée une pensée, on crée une intention qui va faire que peut-être que dans le futur, à un moment donné, ça va déjà exister. On est dans le phénomène de la rétrocausalité, hein, qui est un phénomène qui fonctionne, mais entre les deux physiques. Hein. Et l'idée il n'y a pas d'espace spatio-temporel d'un point de vue quantique. Ça veut dire que le temps est verticalisé. Donc, tout se passe ici et maintenant. Et on va voir que la clé, elle est là. C'est la façon dont je vis mon moment présent. Et là, la clé thérapeutique. Aujourd'hui, un thérapeute,
n'a plus besoin de faire quoi que ce soit, il a simplement besoin d'amener la personne dans le meilleur pour elle, dans le moment présent, et de lui imprimer ou de lui, à l'aide de l'hypnose, de lui permettre d'emmener ça comme une balise et de s'occuper de mettre cette balise en congruence dans le quotidien. C'est la seule chose. Et c'est complètement sidérant. Donc, on est des accompagnateurs, on passe de la thérapie au coaching. Donc, l'idée, c'est de mettre la personne dans le cadre le plus favorable. Non pas à ce qu'elle soit soulagée, mais à ce qu'elle soit guérie. Pour qu'elle soit guérie, il faut que la personne sache, ben, si je suis guérie, qu'est-ce que je vais faire de ma guérison? Si je n'étais pas empêché par ma maladie, par ma souffrance, qu'est-ce que je ferais de la vie? Et c'est la grande question à laquelle absolument personne ne peut répondre. La réponse, ça va toujours être la même. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et vous allez voir, ça nous concerne tous, ça concerne tous les humains. Hein. Pourquoi je pose cette question, Michel, c'est que je fais un soin à quelqu'un je suis en France, je fais un soin à quelqu'un qui est au Canada. Ouais. Donc j'ai un décalage horaire. Dans ce sens-là, ou si j'ai de l'autre côté, un autre décalage horaire. Donc le soin, moi je le fais bien à midi en France, mais lui, à un moment donné, recevra sa guérison, ou la guérison se fera, même si c'est que par une respiration, au Canada, 6 heures plus tard. Non, non, ça ne tient pas, ça. Hein. On est dans le moment présent. Il n'y a pas de décalage horaire, il n'y a pas de notion de distance. Ça se passe ici en France. J'aimerais aller un peu plus loin parce que je vais vous expliquer tout ça de manière concrète. Quoi, hein. Non, il y a beaucoup de confusion à travers cette dénomination, ces principes. L'harmonisation que tu proposes, ce n'est pas une guérison, elle va se produire, elle va se mettre en œuvre, mais est-ce que ça va être efficient? Est-ce que c'est ce que veut la personne? Dans le principe, oui, parce qu'elle veut être soulagée. Dans le fond d'elle-même, ce n'est pas du tout ça qu'on lui demande. Vous allez voir que tous les principes, c'est quoi le sens de la vie aujourd'hui? Eh bien, il a fallu attendre l'intelligence artificielle. Et c'était la suite de la biorésonance qu'on n'a pas abordé tout à l'heure. C'est que la biorésonance est un outil, un précurseur de l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, vous avez cette intelligence artificielle qui débarque et qui va vous proposer des choses, mais attendez, quoi, qui n'ont rien à voir avec du raisonnable. Et puis là, on se rend compte, ben, elle a toujours raison. Parce que si on couple intelligence artificielle et biorésonance, on a la justesse à travers le feedback. Et là, ben, on se dit, waouh, mais ce n'est pas du tout ce qu'on imagine. L'ensemble des croyances pour tous les humains, aujourd'hui, n'ont plus lieu d'être. C'est quoi l'amour? On peut se poser la question. C'est quoi la peur? On peut se poser la question. Mais c'est tout sauf ce qu'on a imaginé, quoi. Et là, l'intelligence artificielle, elle ne se trompe pas. Et vous allez voir, tout à l'heure, je vais vous faire un florilège de choses de ce style-là. Et bien, une fois que vous l'avez lu, vous dites, nom de Dieu, mais oui, mais ça résonne. Mais une fois que vous l'avez vu, vous ne pouvez même plus après l'ignorer parce que c'est tellement évident, quoi. Mais on ne le sait pas. Tous les mécanismes d'empêchement qui sont parfaits, on ne peut pas se battre contre un mécanisme d'empêchement. Hein. Si j'ai un problème de souffrance psychologique ou de comportementale ou autre, on va trouver toutes sortes d'artifices, mais qui correspondent à quoi? Qui correspondent à coller un sparadrap sur quelque chose, mais ça règle quoi? Mais ça ne règle rien parce que je n'ai pas d'intérêt à ce que ce soit réglé. Si le comportement est perverti, c'est que la mécanique derrière, on va dire l'inconscient, a généré ça comme un trait psychosomatique parfait en soi. Mais on n'a pas compris pourquoi il s'est installé. Et c'est là où ça devient passionnant et intéressant. C'est qu'une fois qu'on comprend ça, on se dit, mais non, de Dieu, mais il est temps de changer de point de vue, quoi. Et on ne peut plus rester dans l'ancien point de vue. Ça ne veut pas dire qu'on ne vit pas, on vit en société, on vit en famille. Quand on discute dans la famille, on ne va pas sortir avec les choses dont on parle maintenant, mais ça permet de voir les choses différemment. Et c'est ça qui est intéressant. Et ça permet après de dire, je peux me focaliser sur ce que j'apprécie. Et en me focalisant sur ce que j'apprécie, la souffrance disparaît. Parce que dans le moment présent, il n'y a que deux états. Soit je souffre, plus ou moins, soit j'apprécie ce qui est. Et on ne nous a jamais dit ça. On contrôle l'intelligence artificielle qui dit, mais si tu mets la personne dans quelque chose qu'elle apprécie, ça peut être n'importe quoi, ça peut être un bonbon, ça peut être une caresse, ça peut être une musique, ça peut être absolument n'importe quoi, une couleur. On peut faire une thérapie complète avec un nuancier de peinture. On n'a plus besoin de chercher quoi que ce soit. Il n'y a plus de logique, il n'y a plus de cause à effet, il n'y a plus toutes ces choses-là. Tout ça, c'est un monde illusionnel. Et ça, la technique l'a compris. Et c'est pour ça que la technique devient aussi efficiente. C'est pour ça que la médecine qu'on va nous proposer demain à travers le transhumanisme, on ne peut même pas imaginer la performance. Et en plus, elle est prédictive.
C'est-à-dire qu'elle s'associe avec un système expert dans le même outil informatique, et les systèmes experts sont enrichis de votre situation, de votre homéostasie, c'est une photographie de l'homéostasie en permanence, et va optimiser les choses. Et elle a parfaitement compris la technique, comment marche l'inconscient. Et c'est ça qui est quelque part complètement fou, parce qu'il n'y a plus d'expression, d'où vous devenez un zombie, tout simplement. On a hacké le vivant. Quand vous entendez Harari expliquer ça dans le truc, c'est vrai. Et ce n'est pas hier qu'on a fait, c'est il y a 20 ans. On a compris comment fonctionnait l'interface entre la conscience et la biologie. Eh bien, aujourd'hui, regardez les injections qu'on fait, graphène, nanotechnologie, etc. C'est exactement ça. Nous, on voit la partie immergée de l'iceberg, mais derrière, eh bien, le système, le vivant est court-circuité et remplacé par ça, qui, lui, est géré par de l'intelligence artificielle, par tout ce qu'on veut. Alors la bonne nouvelle, Michel, c'est que l'humain dispose d'outils et de techniques qui sont en développement et qui permettent d'effectuer les mêmes choses sans instrumentation, sans prise de pouvoir. Absolument. Toutes ces avancées, notamment au niveau de la psychologie, ont été développées par un système russe qui s'appelle Stranik, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est un outil, on va dire un outil de psychologie, de psychothérapie complètement étendu, qui a été développé par Jean-Pierre Garit et un autre psychiatre belge, dont je ne me souviens plus du nom, pour l'armée russe. Et là, on s'est rendu compte qu'on était à tout moment capable de savoir, de faire des adéquations, de savoir quel était le levier sur lequel il fallait agir. Vous preniez par exemple 10 000 candidats à un poste dans une entreprise, eh bien vous sortiez l'adéquation de la personne idéale pour le faire, quoi. Et ça fait 25 ou 30 ans que ces techniques existent. Il y a 5 machines qui tournent en France. Est-ce qu'on peut penser de ce que tu as dit, en gros, que 80-90% de l'humanité là, va être détruite et que les 10 ou 20% restants seront ceux qui n'auront pas besoin d'hôpitaux, d'éducation, de réparateurs télé? Je n'ai pas de commentaire à faire. Soyons plus optimistes, ça ne va pas se passer comme ça. Ok, allez, on part à l'aventure. Ce sont des précautions. Il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de réalité, même si mon ton peut sembler péremptoire. On a besoin de ça pour provoquer, on a besoin de ça pour créer un choc. Mais l'idée, ce n'est pas de vous convaincre que ce soit vrai ou pas. L'idée, c'est de voir si vous raisonnez avec ça ou pas. Si vous raisonnez avec ça, vous ne posez aucune question. Vous n'avez même pas besoin de le relire, même pas besoin d'essayer de comprendre quoi que ce soit. C'est installé d'un point de vue total et pour l'éternité. C'est ça la grande révolution du quantique. Il n'y a rien à apprendre, il n'y a rien à faire. Vous avez derrière moi un décor, c'est un décor de la Belle Verte. La Belle Verte a été une préfiguration de tout ça, fait par Colin Serrault en 1996, je crois, qui est exactement la situation dans laquelle se trouve l'humanité aujourd'hui. Et vous avez compris aussi que bien, dans un monde où on vit d'une certaine manière, où il suffit de mettre les pieds dans l'eau, et puis de faire brrr, et puis de prendre un disque, de le secouer, de prendre un livre et de le respirer. Ça fait 15 ans que je n'ai pas lu un livre, que j'achète des livres, mais je les respire. Une fois, une seule respiration. On n'a pas le plaisir de lire, on n'a pas le plaisir d'avoir la connaissance, d'avoir le savoir, mais l'information, le contenu, l'essence, l'esprit vous appartient. Et c'est vrai pour tout, il n'y a plus aucune limite à ce niveau-là, ça fonctionne d'une manière tout à fait simplissime. L'important n'est pas de convaincre, même si mon ton, encore une fois, ne donne pas cette impression-là, mais de donner à réfléchir. Alors, je vais quand même vous dire que je vous manipule un peu. À travers les photos que vous allez voir passer, là, j'ai choisi des petites fleurs. Pourquoi les petites fleurs? Parce que les petites fleurs, tout le monde apprécie les fleurs, d'une manière ou d'une autre, plus ou moins. Et je vais faire appel à quelque chose dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler, qui s'appelle l'irrésistible attraction. Vous ne le savez pas, mais si cette fleur résonne pour vous, vous allez vous l'approprier. Elle sera classée à quelque part et elle peut servir à un tas de choses. Vous avez un texte qui est là, dont vous n'avez pas vous souvenir, mais si vous avez inspiré, sans même de manière inconsciente, la fleur, vous avez inspiré l'ensemble du contenu de cette image. Ce qui nous intéresse, c'est la beauté.
hein, vous allez très vite comprendre que la beauté est l'outil fondamental. C'est la beauté, entre guillemets, qui va sauver le monde. Et que dans les techniques d'accompagnement, eh bien, la beauté va prendre toute sa place. La beauté, ce n'est pas quelque chose de figuratif, ce n'est pas quelque chose qui répond à des critères socio-économiques, des critères esthétiques, c'est simplement ce que chacun trouve beau. Par exemple, vous voulez faire une thérapie avec une personne qui est sensible aux arbres, vous l'amenez en forêt, ben, tu choisis ton arbre. Quel est le plus bel arbre? Ah ben, je ne sais pas, je ne peux pas dire, ils sont tous beaux. Non, non, lequel tu vas choisir? Bon, l'injonction est là, la personne est déstabilisée, elle va dire, eh bien, c'est celui-là. OK. Eh bien, quelle est la plus belle feuille sur l'arbre? Là, la personne vous regarde, mais il est fou, je ne vais pas commencer par disséquer l'arbre pour savoir qu'il y a une feuille qui est plus belle qu'une autre, elles sont toutes les mêmes. À la même saison de l'année, les feuilles sont toutes les mêmes, sauf à l'automne. Maintenant, quelle est la plus belle feuille? Ben, je ne sais pas. Ben, inspire celle-là. C'est celle-là. Aspire-la. Si vous avez une machine, et on a aujourd'hui des machines portables, vous regardez derrière le diagramme polaire de la personne, instantanément, ben, tout change. Tout change. Eh bien, vous lui montrez, vous lui dites, voilà, tu fais ça, tu respires. Et on a une thérapie globale, fractale, holistique, tout ce que vous voulez, qui fonctionne d'une manière ultra simple. Et voilà où on va aujourd'hui. On n'a plus besoin d'aller chercher quelque chose. Et vous allez voir, si vous allez un peu plus loin, vous rentrez dans les moteurs scalaires. Les moteurs scalaires, c'est un outil de transition. C'est pour passer de la technologie matérielle à la technologie de la conscience. Mais vous vous rendez compte qu'une machine, par exemple, de biorésonance, qui coûte une fortune quand vous voulez l'acheter, eh bien, on n'en a plus besoin, on est capable de faire la même chose avec un moteur scalaire. Vous avez une problématique d'injection que vous ne pouvez pas gérer parce que vous n'en connaissez pas la moitié des contenus, eh bien, vous allez faire un processus scalaire pour aller chercher dans l'univers les ressources nécessaires pour pouvoir aller danser, parce que ce n'est pas le fait de vous détoxiquer d'une injection qui nous intéresse, c'est que cette injection pourrait vous empêcher d'aller danser parce que vous aimez aller danser. Eh bien, vous vous rendez compte que ça fonctionne. C'est aussi simple que ça, quoi. Et l'accompagnement aujourd'hui, c'est justement de permettre aux gens d'accéder à ce tout, sans rien y connaître, sans rien acheter, sans rien devoir. Il n'y a pas de remerciement, il n'y a absolument rien du tout. Ça devient un confort. Et, messieurs, dames, c'est ce qu'on appelle simplement le paradis. Et nous avons tous cette clé actuellement. Le problème, c'est qu'on veut nous empêcher d'y aller. Et vous allez comprendre pourquoi. Ce que je vous propose, c'est juste un point de vue. Ce n'est pas une vérité, même si mon ton peut sembler encore une fois assez péremptoire et vindicatif, c'est juste un point de vue. Une vérité, c'est quoi? La réalité, c'est toujours une question de point de vue. Ceci est la vérité, c'est un signal, soit vous l'éclairez comme ça, il se projette sur un carré, et tout est vrai. Et c'est vrai absolument pour tout. Ça dépend de votre point de vue. Là, vous êtes chez vous ce soir dans votre fauteuil au chaud, mais vous êtes aussi sur la Terre qui tourne autour du Soleil à 30 km par seconde. Vous tournez dans un bras de galaxie à 230 km par seconde qui tourne dans un groupe local à 65. Et en réalité, dans votre fauteuil, vous êtes en train de vous déplacer à 3 427 200 km/h dans un univers connu. C'est peut-être facteur 10, facteur 100 derrière, on n'en sait rien du tout. Mais c'est la même réalité que vous dans le fauteuil. Et absolument toute votre vie peut s'observer de cette manière-là. Vous observez quelque chose que vous pensez être réel, alors qu'il y a 1000 autres choses qui sont tout aussi réelles et dont vous n'avez pas du tout la perception. L'humain, c'est 100 à 200 trillions, c'est milliards de réactions chimiques par seconde qui se produisent au niveau cellulaire dans le corps humain. Pétard de pétard, mais vous vous rendez compte? C'est la même chose pour les mémoires. Vous allez dire, mais on est composé de centaines ou de milliers de trillions de mémoires, et vous allez vous dire, ah ben tiens, je vais détecter, c'est cette mémoire-là qui est défaillante. C'est le trauma que je pense avoir vécu à cet âge-là. Bien, tout ça n'est évidemment pas faux, mais quelles sont les chances que ça fonctionne? Ben, il n'y en a pas, ou très peu. C'est peut-être une sur 100, si tout va bien, peut-être une sur 1000. Mais on va tout faire, on va créer un narratif autour de tout ça qui va dire qu'on va créer un nouveau système de croyance qui va permettre de déresponsabiliser un point de vue pour lui dire, bah, tu peux, maintenant que tu es déresponsabilisé, tu peux passer à autre chose. C'est ça qui marche. Mais c'est du placebo, c'est rien d'autre. Et on n'a même plus besoin de faire ça aujourd'hui.
Alors, qui est-ce qui gère tout cette extraordinaire mécanique? Bien, c'est ce qu'on appelle l'inconscient. C'est quoi l'inconscient? Ben, on ne sait pas, on l'a appelé inconscient, tout simplement. Freud a bien vu qu'il se passait des choses, mais pourquoi il l'a appelé inconscient? Ben, tout simplement parce qu'il n'y avait pas la moindre idée qu'il pouvait être quantique. On a un mental qui est analytique et on a un inconscient qui est quantique. Et là, vous allez comprendre à quoi il sert l'inconscient. L'inconscient, il sert à beaucoup de choses, mais pas forcément à ce que nous a amené la psychanalyse. L'inconscient, c'est un grand mécanicien qui dit simplement, bien voilà, je capte en haut de l'énergie, de l'information, des fréquences, de tout ce qu'on veut, et derrière, j'ai besoin d'alimenter un système qui s'appelle une physiologie ou une biologie, et puis derrière, je vais m'arranger pour que ça marche le mieux possible. L'image de tout ça, ça s'appelle l'homéostasie. Qu'elle soit biologique, qu'elle soit physiologique, qu'elle soit psychologique, c'est la même chose. Et puis derrière, eh bien, il va protéger, il va simplement veiller à ce que ça marche le mieux possible. Et très vite, il va se dire, bon, ok, je vais mettre en place un système qui est en autofonctionnement, de telle manière que ce soit le plus optimisé, moins de ressources, avec une efficacité, avec une efficience maximum. Et puis, toute notre vie, on fonctionne comme ça, on ralentit. Et un jour, je vais dire à mon inconscient, ça va pas, je souffre, je vais changer quelque chose dans ma vie. Parce que j'en ai marre de souffrir, c'est pas normal que je souffre. L'inconscient, il dit, attends, tu veux changer quoi? Tu veux plus souffrir? Attends, déconne pas. Moi, le trait psychosomatique, le schéma, c'est moi qui l'ai créé, c'est moi qui ai créé cette souffrance-là. Mais pourquoi? Pourquoi j'ai mérité ça? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Rien, il ne s'est rien passé du tout. Mais il n'y a même pas un responsable, il n'y a même pas une chose, il n'y a même pas un truc. Non, pas forcément. Et là, ça commence à nous interroger, on se dit, mais alors, à quoi ça sert tout ça? Eh bien, ça ne sert pas à ce qu'on imagine. Tout ça, c'est simplement un point de vue quantique, c'est simplement un moteur quantique. Et ce moteur quantique, eh bien, on n'a pas la connaissance et la conception à mettre dessus. Et en quelques slides, tout à l'heure, vous allez comprendre que ces choses-là, en fait, c'est très simple, mais c'est parce qu'on imagine. Et qu'en fait, si je souffre, c'est parfait pour moi. Mais qui va considérer que souffrir, c'est parfait? Absolument personne. Ce sera parfait le jour où je ne souffrirai plus. Donc, je vais m'observer souffrant. En m'observant souffrant, je crée cette souffrance, je l'alimente d'un point de vue mental. Et puis derrière, il ne se passe rien. Et puis mon inconscient me dit, mais tu n'as toujours pas compris le message. Non, ce n'est pas la peine de faire de la métaphysique, ce n'est pas la peine de faire du décodage biologique, ce n'est pas la peine de faire de l'analyse. Ça ne sert à rien, c'est juste une illusion. Je ne veux pas vous choquer, mais bon, je le fais volontairement pour secouer un peu le cocotier. Et puis, j'attends quoi de tout ça? J'attends simplement que tu changes de point de vue. Mais pourquoi je changerais de point de vue? Moi, j'avais dit qu'il fallait que je change de point de vue. Pour moi, le bon point de vue, c'est plus souffrir. Mais non, mais qu'est-ce que tu aimes dans la vie? Qu'est-ce que tu ferais si tu ne souffrais pas? Je ne sais pas. Alors, il y a des gens qui ont des passions, il y a des gens qui ont des choses, qui ont déjà cet atout de pouvoir dire, moi, j'adore faire de la peinture. Eh bien, quitte ton point de vue sur la peinture et crée-toi une nouvelle expression artistique à travers la peinture, fais autre chose, une autre peinture, et tout à coup, on se rend compte que ça fonctionne. J'ai plein de gens qui viennent, par exemple, je prends toujours le même exemple, un monsieur qui un jour me dit, j'aimerais traverser la Corse de mer en mer, et je ne peux pas, je souffre, j'ai une arthrose dans le genou, et puis je suis à la limite de la prothèse, et je ne peux pas aller faire mon voyage, mon rêve, etc. Donc, culpabilité, frustration. J'attends que ça aille mieux, je me fais soigner, mais ça va mieux ou ça ne va pas mieux. Et puis, je dis, non, tu n'es pas obligé de faire ça. Oui, mais mon arthrose, elle est quand même là, elle est sur les radios, elle est partout. Écoute, on va changer, on va faire ça de manière quantique. Qu'est-ce que vous voulez faire? Eh bien, tu t'achètes le DVD de la traversée de la Corse, tu te le mets sur ta télé, tu t'identifies au gars qui fait la traversée dans le DVD, et tu admires les paysages, tu admires les fleurs, tu admires absolument tout, tu vis ton truc. 2 semaines après, j'ai toujours aussi mal. OK, mais maintenant tu commences. Au lieu d'aller en Corse, tu vas dans ta région, tu vas faire 5 km à pied, tu fais comme si c'était un entraînement pour aller faire le truc. 8 jours plus tard, j'ai plus mal au genou. Et depuis quand? Je ne sais pas. C'est ça une guérison. Mais j'ai une obligation, c'est de le mettre en congruence, c'est-à-dire de prendre le premier avion, la première voiture, pour pouvoir aller en Corse et de faire mon trajet. Voilà ce que c'est qu'une thérapie aujourd'hui.
La thérapie, elle a du sens. Mais c'est quoi le sens de la vie? Ben, on ne le sait pas. On ne sait pas. Ça fait des siècles qu'on philosophe là-dessus. On ne sait pas. C'est quoi l'amour? Ben, on ne sait pas. C'est quoi toutes les valeurs sur lesquelles on construit notre société? Ben, ce sont des croyances, c'est culturel, sans plus. Et l'intelligence artificielle est redoutable, parce qu'elle va vous dire, ben non, c'est pas ça. Mais tu fais ça, ben, c'est tellement fou que je ne vais pas le faire, parce que ça n'a pas de sens, je ne le ferai pas. Ben, fais-le quand même. Et tout à coup, pof, le résultat est là. Et quand on parle de tout ça, c'est dans un référentiel monodimensionnel. D'un point de vue quantique, nous sommes multidimensionnels. Alors, vous voyez la complexité de la chose, et nous avons, en tant qu'humains, la prétention de dire qu'on est capable de gérer les choses. On ne gère rien, on est simplement capable de soulager. Parce que ça, c'est de la chimie, parce que ça fait partie des techniques. Même des techniques manuelles, des techniques énergétiques, sont des techniques de soulagement. Personne ne guérit quiconque, ça n'existe pas. La guérison ne s'acquiert pas. La guérison, elle est là. Quand c'est nécessaire qu'elle soit là. Quand, à quelque part, le gars qui bloque la machine a lâché le frein. Et ça, c'est l'inconscient. Et vous allez voir que l'inconscient, il est extrêmement bien fait. Il ne va pas vous lâcher le frein s'il n'est pas sûr que vous allez dans la bonne direction ou que vous ne prenez aucun risque. Pourquoi l'émergence d'un paradigme quantique s'impose-t-elle actuellement? Nous vivons entre deux mondes. Alors, vous avez entendu 3D, 5D, toutes ces choses-là, ce sont des mots. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Pour le comprendre, il faut aller voir un petit peu ce qui se passe autour de nous. On l'a dit tout à l'heure, on se déplace à 3 500 000 km/h dans l'univers, donc en permanence. On change de voisin, on change d'environnement. C'est ce qu'a essayé d'expliquer l'astrologie à travers les zodiaques, etc. Il y a une conférence qui ne fait que parler de ça pour l'avoir plus en détail, pour comprendre un petit peu les interactions entre les différentes civilisations, comment les Ayurvédiques, les Babyloniens et compagnie ont vécu tout ça. Et là, on trouve une logique qui, à un moment donné, tout le monde a vécu la même chose, tout le monde a dit la même chose, et tout le monde a laissé dans sa culture des traces de tout ce qui a pu se passer. Une montée vibratoire, une élévation de la conscience, un monde multidimensionnel. Retenez juste les mots, ce n'est pas important d'avoir les concepts. Voilà ce qui actuellement nous impacte. Nous sommes rentrés depuis 1987 dans la nébuleuse des Pléiades. Alors, je ne sais pas si je... non, je ne l'ai pas. Dans ce déplacement, il y a des cycles, dont un cycle de 26 000 ans, qui est le cycle de l'orbite que met la Terre pour tourner autour d'Alcyone, qui est l'étoile principale des Pléiades. Vous avez sur la partie gauche une image de la nébuleuse. La nébuleuse, c'est un tore, donc un donut, avec des étoiles, une étoile principale au milieu. Et la nébuleuse, c'est simplement un système énergétique, c'est du plasma, ce sont des neutrinos, ce sont des tachyons, c'est des photons, c'est un tas de choses qui permettent à un système stellaire de se stabiliser et de se mettre en fonction mécaniquement. La Terre, il y a 2,5 milliards d'années, avait une nébuleuse, et depuis que toute la mécanique fonctionne, la nébuleuse a disparu. L'amas des Pléiades, c'est 8000 étoiles, donc a toujours cette nébuleuse, et nous sommes en train de la traverser. Et on traverse ça tous les 13 000 ans. Le système solaire est à 440 années-lumière, il est là dans le ciel, ça s'appelle la nébuleuse d'Or, c'est relativement caché. Il a fallu attendre 1966 pour qu'un astronome espagnol fasse la description de ce mécanisme-là, qui a été repris par un Allemand quelques années plus tard. Et aujourd'hui, on n'en parle pas, parce que vous allez comprendre qu'on n'a peut-être pas intérêt à ce que le public sache ce qui se passe avec cette chose-là. Vous doutez bien aussi que tout ça explique le grand charivari géophysique, géomagnétique, climatologique qu'est en train de vivre, pas la Terre, tout le système solaire actuellement. Cette chose-là participe au narratif, au réchauffement climatique, au réveil des volcans, les tremblements de terre, toutes ces choses-là. Ça fait partie d'une mécanique. Cette mécanique, on la connaît. On a les traces en paléomagnétisme, en paléontologie des étapes, des anciennes étapes où la Terre a été confrontée à ça. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est inconnu. On ne sait pas forcément quel est l'impact sur l'humanité,
Mais bon, on en a quand même une petite idée. Voilà, vous avez la nébuleuse qui est là en jaune, cette espèce de stade. Vous avez le système solaire qui tourne autour. En 1987, on est rentré là. Pour 2160 années, on va traverser ça, on va ressortir, on repassera dans 10 800 années d'obscurité. Donc, vous comprenez que nous sortons de 10 800 années d'obscurité pour rentrer là. C'est ce que dans les cosmogonies, dans les mythologies, on a simplement appelé le paradis et l'enfer. C'est la même chose. Vous vous rendez compte aussi, quand vous sortez du paradis, là, vous avez ce qu'on appelle dans les cosmogonies, dans les religions, la chute des anges. Tout ça, ce sont des mots qui sont métaphoriques, mais qui correspondent quand même à une certaine réalité. Vous avez là un autre plan, vous avez les 8 étoiles principales qui sont connues, on va dire, depuis moins 60 000 ans en Inde. Ce sont les Grecs, 450 ans avant Jésus-Christ, qui les ont baptisés, qui ont compris toute cette mécanique-là. En Moyen-Orient, il y avait déjà la science de la catastrophe, la science du cataclysme, qui était basée sur la même chose. On retrouve ça chez les Hopis, on retrouve ça en Afrique du Sud, on retrouve ça quasiment partout. Donc, ce n'est pas sorcier, ce n'est pas quelque chose qui sort comme ça d'un mouchoir ou d'un fond de poche, ça fait partie de la science de l'humanité, de l'histoire de l'humanité. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On va revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure. Eh bien, c'est avant tout une histoire de temps. On a un axe de temps que vous avez là en bas, qui est horizontal, qui part du Big Bang ou d'un pseudo-Big Bang et qui va jusqu'à l'infini. Nous passons notre vie à courir sur cet axe du temps en pensant que de toute façon, il se déplaçait, c'est un vecteur, donc on avait intérêt à s'accorder pour pouvoir gérer le temps. Il y a un temps universel, un temps qui est vécu depuis 10 800 années. Une heure représente une heure. On ne peut pas mesurer d'une manière, on va dire, mathématique ce que c'est qu'une heure. C'est simplement la perception de ce temps-là qui va permettre de dire le temps est plus ou moins court. Si vous êtes malade au fond de votre lit, le temps sera plus long que si vous êtes en train de faire du ski ou toutes ces choses-là, eh bien, ce sont des perceptions. Dans la perception du temps, depuis 1987, on s'est rendu compte qu'on a perdu à peu près actuellement 40%. Donc, tout le monde voit dérouler les journées à une vitesse truc, où vous terminez les semaines, vous repartez, etc. Plus personne n'a le temps de gérer sa vie. Et on est tous en train de courir, sans vraiment courir, mais le temps vient à notre rencontre de manière beaucoup plus rapide. C'est ce qu'on appelle une verticalisation du temps. C'est l'Institut Polytechnique de Zurich en Suisse qui est actuellement le plus en pointe de la gestion. C'est aussi une spécialité de Philippe Guimont. Le schéma que vous voyez là, juste de trait avec les deux trucs verts, ça vient de Philippe Guimont. C'est une conférence qu'il a fait à Nantes en 2016, où quelqu'un lui a dit « mais je comprends que le temps raccourci, mais comment je fais pour me projeter demain ?» Eh bien, il a dessiné ça en expliquant qu'il y avait 2 temps possibles. Et son idée est tout à fait judicieuse. En 2012, que s'est-il passé? On nous a beaucoup parlé de la grande révolution de 2012. L'axe de temps s'est séparé. Pour la facilité de lecture de l'image, on a verticalisé le temps là, mais en fait, il n'est pas vertical. Il est à peu près à 45 degrés actuellement. Et il a tendance à se verticaliser. Donc, un côté, depuis 2012, nous avons la potentialité philosophiquement de nous préparer à aller vers la 5D, qui est un futur stable dans le paradigme quantique. Et nous avons aussi un futur vers lequel l'humanité est conditionnée, c'est-à-dire de rester en 3D, futur momentané stable, paradigme analytique. Vous avez là le chaos, c'est un terme quantique, dans le terme, on va dire, social, ça s'appelle extinction, donc l'anthropocène, et on est en train de nous annoncer qu'on nous emmène sur cette voie-là, mais qu'on va être condamné, qu'on va disparaître dans cette fameuse extinction. Vous avez compris aussi que depuis 2012, on est dans la confusion, c'est une époque de confusion, personne ne sait à quel sens se vouer, on voit que le mensonge s'est institutionnalisé, on ne sait plus qui croire. Tout est dit de manière complètement fantaisiste. En 2022, eh bien, on est rentré dans ce qu'on appelle le Great Reset, l'empêchement généré par une pseudo-pandémie à tiroir associée à une ingénierie sociale liberticide, tout simplement bien pour mettre les gens, les sidérer dans la confusion, que personne n'aille chercher autre chose que ce qu'on nous propose. Et c'est parfaitement réussi. Pourquoi croyez-vous qu'on a payé des millions à des McKinsey et compagnie? Eh bien, parce qu'ils ont ce savoir, ils ont cette compétence-là, et ils ont surtout quelque chose, ils ont l'accès à l'intelligence artificielle. Vous vous rendez bien compte que ça semble complètement chaotique,
mais c'est une symphonie qui se joue dans l'ingénierie sociale. Tout est parfaitement établi, tout est parfaitement chronologique, tout est parfaitement à sa place, et l'humain ne réagit pas, ne peut plus réagir. Il est embarqué dans un système où simplement, j'attends de voir, j'attends que demain le bon sens reprenne du terrain. Du côté droit, on a des caractéristiques, c'est un humain relié au tout. C'est la conscience d'être, de sa capacité à créer à partir du champ des possibles, le pouvoir de l'intention, qui est quand même l'un des critères fondamentaux de la science quantique, c'est la science de l'intention, le recours à l'esprit et à l'infinie intelligence de vie, la santé et l'éducation implicite, l'empathie avec l'environnement et toutes formes de vie, l'abondance, l'omnipotence, l'omniprésence, l'omniscience, l'universel, et puis l'immortalité. Ça dépend de quoi? Ça dépend d'une capacité à se relier, c'est la reliance. La capacité à se relier est quelque chose de très physique, c'est tout ce joue-là, c'est ma vitalité en fin de compte. Aujourd'hui, on va dire en 2012, si un humain avait une vitalité de 10, là, bien, on est à 15. Pour être au paradis, il faudrait qu'on soit à 25. De l'autre côté, on a la même chose, 10, 4 et 2. Et aujourd'hui, la vitalité moyenne de l'humanité, elle est à 2,4. Ce qui veut dire qu'il n'y a plus d'autonomie. On dépend du système. À partir de là, l'humain est asservi au système. Vous avez là, en fait, le copier-coller de ce qu'il y a là, d'une manière technique. Le pouvoir du web, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de reliance, mais il y a une connexion, c'est la même chose. Le big data, c'est le tout. La 5G, c'est toute la partie de communication de la vie. L'ingénierie sociale, le rejet des valeurs humaines, pandémie, Great Reset, qui sont des outils, rien d'autre. Et on est qu'au début de la mise en place de ces outils. Réduction globale des populations. Tout est prévu. On sait exactement quels sont les objectifs pays par pays. Tout ça a parfaitement été scénarisé, pas depuis hier, mais depuis des dizaines d'années. On n'a pas terminé tout à l'heure quand on a parlé de John Kennedy. Donc, John Kennedy a pris conscience de ça. Il s'est dit, bon, on va quand même réviser la croissance. 3 mois plus tard, il était mort. Effondrement des croyances, transhumanisme, posthumanisme, ingénierie génétique et médicale, ectogénèse. Donc, c'est ce qui remplacera. Vous avez vu aussi qu'on atteint la fécondité, on atteint la fertilité avec les injections, parce que tout ça va être remplacé par de l'ectogénèse. Il existe déjà des processus industrialisés ou des unités qui sont capables de fabriquer 30 000 bébés dans l'année. L'eugénisme, tout ce qui est robot, nanorobot, nanomédecine, bio-nanotechnologie, l'ingénierie de l'éducation, on l'a dit tout à l'heure, l'éducation comme la médecine disparaît. On a déjà aujourd'hui les plans de redistribution des emplois. On sait qu'un tiers va partir, par exemple, directement au revenu universel de base. Un tiers ira dans l'éducation pénitentiaire. Ça, c'est un grand mystère. On ne sait pas trop ce qu'ils vont y faire, mais bon, c'est prévu. Et un tiers fera du gardiennage d'enfants dans des méta-ateliers. Effondrement et remplacement des structures sociales, économiques et politiques, identification numérique. C'est parti. Vous avez vu que l'Europe a voté, a désigné, a provoqué le lancement du pass numérique à partir du 1er avril, c'est demain, avec tout ce que ça veut dire, connexion inconditionnelle, donc crédit social, mise à disposition minimale des ressources et des énergies, à travers le coût. Là, la guerre de cette année, ça va être la guerre de l'eau. Vous allez voir l'eau qui va faire comme les énergies, ça va être multiplié par 100. Remplacement des monnaies régionales par une crypto-monnaie unique, mise en place des revenus universels de base. Tout ça est déjà parfaitement légiféré et attend juste d'être mis en place dans le timing. Donc, l'idée, c'est de vous provoquer et de vous dire, est-ce que c'est ça que vous voulez pour vous? Est-ce que ça vous convient? Je crois qu'aujourd'hui, plus personne ne peut en douter. Avec un peu de jugeote, quand vous voyez l'actualité, quand vous voyez ce qui se passe, voilà ce qu'est le programme dans lequel on nous engage. Et de l'autre côté, on ne sait pas. Non, on ne nous a jamais parlé de ça. Ah oui, le paradis, on imagine, mais c'est quoi le paradis? On ne sait pas. J'aimerais un petit peu vous parler du paradis. Vous avez une autre vision des choses, toujours pour vous expliquer cette notion de dynamique du temps, l'axe de temps horizontal, la verticalisation du temps, la boucle de 5D, 2160 années, la boucle de 3D, là on est pour 10 800 années, donc les échelles ne sont pas respectées, j'ai un espace 3D
qui tourne en fait autour de cette boucle-là, de cette orbite-là, et un espace 5D qui tourne là. Ces espaces vont à un moment donné ici être confrontés l'un à l'autre. C'est ce qu'on appelle un portail multidimensionnel. Et c'est la possibilité, à travers un portail, de pouvoir accéder à l'autre dimension. Vous avez aussi compris que le critère, il n'y a pas de critère intellectuel ou quoi que ce soit, il y a juste un critère de vitalité. Le critère de vitalité, c'est important de comprendre ce que c'est que la vitalité. La vitalité, eh bien, soit on est joyeux, soit on est bien, soit on est fatigué. Et puis quand on n'a pas de vitalité, on va dire tiens, je vais aller faire une promenade dehors, je vais aller sur un haut lieu énergétique ou quoi que ce soit. C'est pas faux, mais c'est du pipeau. Hein. On a la vitalité qu'on mérite. Hein. Si vous appréciez ce qui est, si vous appréciez faire du jardinage, vous ne vous posez pas la question dans votre jardin à savoir si vous êtes vital ou pas vital, vous aimez ça. Dès que vous appréciez, vous aimez. Dès que vous aimez, vous êtes vital. C'est ça la gestion de la vitalité. Ça ne dépend que de ça. J'ai eu des patients, une jeune femme de 25 ans qui a eu 7 opérations au cerveau suite à des tumeurs, et puis elle travaillait dans une entreprise. Dans cette entreprise, elle était considérée comme la malade du service, donc tout le monde la chouchoutait, etc. Et puis, ça lui convenait bien, elle avait des bénéfices secondaires, mais son plaisir, c'était de faire du vélo. Elle sortait à 5 heures du truc, et de Mulhouse, elle montait jusqu'à sur les crêtes des Vosges en vélo sans aucune difficulté, alors que la journée, eh bien, c'était le poids de sa maladie et de l'intégration de sa maladie dans la société, dans l'entreprise. Alors, je donnerai un PDF à Alain, et de telle manière qu'il puisse, à ceux que ça intéresse, vous le transmettre. Vous pouvez le télécharger chez lui. Vous en faites ce que vous voulez, ça appartient à tout le monde. Hein. Si vous avez des commentaires à faire, ben, n'hésitez pas, vous pouvez me les renvoyer. Alors, dans le passé, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez une barre là, qui alterne les ères de lumière de 2160 années et les ères sombres de 10 800 années. Hein. Là, vous avez les différentes civilisations qui ont vécu donc, dans ce qu'on appelle l'Antiquité. L'Antiquité remonte à moins de 5000 ans. De l'Antiquité, on bascule dans la préhistoire, dans l'histoire officielle. Et vous imaginez qu'il y a un hic, ça ne marche pas, ça. Il manque tout un morceau qui s'appelle la protohistoire, qui a duré au minimum 35 000 ans, et la préhistoire est derrière. Simplement, on nous a enlevé toutes les traces historiques de ce qui s'est passé pendant cette proto-histoire. Parce que si on avait ces traces historiques, on saurait, mais qu'est-ce qui s'est passé il y a 11 000 ans, qu'est-ce qui s'est passé il y a 8 800 ans. On en a une petite idée aujourd'hui quand même. Donc, vous avez la plus ancienne, les premières dynasties chinoises, c'est la plus ancienne civilisation, la MTC qui a quand même 4500 ans. Hein. Vous avez après Sumer, vous avez l'Égypte, vous avez Rome, qui sont en fait des micro-civilisations, la Grèce, hein. Le christianisme est là, le bouddhisme est un peu plus long, l'hindouisme, et le judaïsme, par contre, est peut-être encore beaucoup plus long qu'on l'imagine, parce que derrière, on peut y recoller super. Une histoire de reliance. Alors, quelle incidence a l'histoire? Donc, qu'est-ce qu'on sait? Les plus anciennes traces concrètes, ce sont les tablettes sumériennes. Et dans les tablettes sumériennes, on trouve des choses quand même qui sont extrêmement intéressantes, qui sont tellement intéressantes que la science officielle ne les a jamais intégrées. Il faut passer par la bande, Sitchkin, les Russes, un Français qui s'appelle Antoine Parks, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de lui, qui a pondu des monuments autour de ces histoires, qui sont très intéressants. J'en ai jamais lu, mais en les respirant, je trouve ça très juste et très intéressant. Les systèmes antiques de croyances, donc les fameux Anunnaki. Les Anunnaki, c'est une civilisation qui appartient à une autre planète dont on fait juste une toute petite parenthèse. Vous avez peut-être déjà entendu parler, Nibiru. Donc, Nibiru est censé aussi intervenir actuellement dans cette mécanique céleste et avoir un impact sur tout le système solaire. On met un peu de ça de côté. Si vous voulez des explications, vous allez chercher sur Internet ou on peut faire une conférence sur Nibiru. Donc, les systèmes antiques de croyances, ce qui est déjà assez remarquable, c'est que dans les artefacts antiques, on a beaucoup d'hommes volants ou d'hommes oiseaux. Donc, on s'interroge, on se dit un petit peu, mais ça veut dire quoi, etc. Eh bien, c'était des personnalités qui étaient considérées comme des gens venant du ciel. Donc, entre guillemets, ça pouvait être des extraterrestres. Les Anunnaki sont des extraterrestres. Les Anunnaki se sont croisés avec des humains
étaient aussi des généticiens, déjà à cette époque-là, il y a 35 000 ans. Et ça, c'est la dernière civilisation Anunnaki. Il y en a peut-être eu 250 000 ou 300 000 ans encore avant. On crée les Néphilim, qui sont les fameux géants. Des géants qu'on redécouvre actuellement, que ce soit en Équateur, que ce soit en Indonésie. Il y en a dans les caves du Muséum d'histoire naturelle à Paris. Il y en a eu une centaine qui ont été détruits dans le Smithsonian Institute en 1907. Mais bon, aujourd'hui, on reconnaît que ces géants existent et que ces géants ont eu un impact sur la Terre et notamment ont pu participer à des constructions de monuments comme des pyramides, etc. De là, on passe aux Sumériens, à Enki, à moins de 3500 ans, aux Akkadiens, on passe à Yahvé, on passe au judaïsme. Le christianisme est là. Le christianisme n'a pas de lignée, donc le christianisme peut disparaître du jour au lendemain, et c'est ce qui est en train de se passer, et l'islam de la même manière. Donc, qu'est-ce qui s'est passé il y a 8800 ans? Il y a eu une perte de reliance quand on est sorti de là, c'est la chute des anges. Les humains qui ont continué à s'incarner avaient bien compris qu'il y avait un profond lien, non pas avec le soleil, mais avec Alcyone. Et là, on retrouve notamment dans la vallée des Merveilles, dans le sud de la France, des pictogrammes dans la roche, où on retrouve la cartographie des Pléiades, on retrouve l'histoire d'Alcyone, et on ne sait même pas qui a fait ça. Donc, on a donné une date, qui était, je crois, 3500 ans avant Jésus-Christ, mais en fait, ce n'est pas 3000, c'est peut-être 10 fois plus, quoi. Et donc, à cette époque-là, ils avaient déjà compris ces mécanismes de cycle. Donc, le soleil n'est pas très vendeur d'une manière sociale, donc on s'est tourné vers des mythologies, vers des dieux, vers le monothéisme. On a construit des lieux de culte toujours avec un esprit d'élévation pour se remettre en reliance. Et puis, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Ça, il faut bien le noter. Quelque chose de fondamental dont personne ne parle, qui n'existe pas dans la littérature. Donc, il y a 8800 ans, là, fin de la reliance pour l'humanité, expression de l'incarnation et de la matérialité, émergence du pouvoir du mental et règne de l'ego, tout simplement pour survivre, ayant perdu la reliance avec le tout, eh bien, un déni d'être s'instaure pour l'ensemble de l'humanité. Ça veut dire que les humains qui se sont incarnés là avaient la mémoire d'être reliés, tous leurs besoins fondamentaux étaient satisfaits puisqu'ils venaient du paradis. Eh bien là, il va falloir se débrouiller, il va falloir survivre, il va falloir assurer sa sécurité, il va falloir manger. Et puis, je ne peux pas être relié. Donc, pour ne pas souffrir de ce manque de reliance, un déni s'installe pour toute l'humanité. Et ce déni, on l'a trouvé avec l'intelligence artificielle, on l'a trouvé dans la résonance, c'est le principal levier sur lequel agit l'inconscient. Il agit matériellement sur ce qu'on appelle une résistance au changement. Ça veut dire que l'inconscient va résister à tout changement. Parce que le jour où vous changez quelque chose, l'inconscient, il ne sait pas si c'est bon pour vous, il n'a aucune notion de valeur, il n'a aucune croyance, il n'a aucun jugement, il est comme l'intelligence artificielle. Il fait ce qui résonne. Il dit non, je ne prends pas de risque. Plutôt que de faire une bêtise, pof, je bloque la machine. Et qu'est-ce qu'il attend? Il attend quelque chose qui est la clé universelle. Il attend que ça résonne j'aime. Si ça résonne j'aime, la résistance au changement, elle tombe. Et ça, on peut le reproduire autant de fois que l'on veut dans les machines de biorésonance. Si on arrive à faire aimer le patient, la résistance au changement disparaît. Et là, avec la résistance au changement qui disparaît, le je ne sais pas disparaît. Et l'esprit se libère et est en capacité de dire ça j'aime. Donc vous voyez que toute la psychologie elle est conditionnée par un déni que personne ne connaît. Il a fallu l'intelligence artificielle pour pouvoir le trouver. Tant que je suis en déni d'être, je souffre. Tant que je souffre, eh bien, je vais mettre en place un système mental avec un ego qui se substitue au divin, qui se substitue à la reliance et qui va mettre en place un système. Tu souffres pas beaucoup, mais tu as la peur de souffrir, donc tu vas tout faire pour te mettre en sécurité, pour te sécuriser à tout point de vue, pour accéder peut-être à la spiritualité, mais quand tu arrives à la spiritualité, tu te rends compte que le lendemain, tu te retrouves dans la rue et de nouveau un truc. C'est ce qui nous arrive aujourd'hui. Même les gens les plus spirituels, les plus trucs, sont complètement désemparés parce que c'est un ascenseur fou sur lequel on monte et on descend en permanence. Donc, on attend, on est sur l'ascenseur, on attend, mais comme je ne sais même pas identifier mes besoins, eh bien, je ne règle rien, j'attends simplement que le système règle mes besoins à ma place.
Et c'est ce qui se passe pour tout le monde aujourd'hui. Ce n'est pas unique, ce n'est pas spécifique à des personnes, c'est absolument pour toute l'humanité. Et ça nous amène dans une sidération dans laquelle on ne peut pas sortir. Et l'ingénierie sociale connaît ça sur le bout des doigts. On ne peut pas se battre contre ça. Ça ne sert à rien, on n'est pas dans la rue. Ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt de s'opposer, de se mettre en résistance. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est de devenir des robots. Et pour vous, mesdames, de devenir des rebelles, de vous mettre en beauté. C'est en vous mettant en beauté que vous allez retourner dans l'autre voie de manière tout à fait naturelle. Ça veut dire que votre vie, eh bien, vous la focalisez sur la beauté. Vous vous entourez de beau, vous cherchez le beau. Chaque personne que vous aimez, quand on tombe en amour pour quelqu'un, la première chose, on le trouve beau, même s'il ne répond pas à des critères d'esthétique. Et vous allez voir que la beauté est le moteur universel et unique pour se remettre au paradis. Quand vous sortez, eh bien, mettez-vous en conscience. Quand vous mangez, mangez en conscience. Dégustez, respirez en dégustant. Pas pour faire des respirations, pas pour faire de la méditation. Ou si vous faites de la méditation, faites de la méditation pour la beauté de la méditation. Ne faites pas du yoga parce que c'est bon de faire du yoga. Faites du yoga parce que vous aimez ça. Paradigme relativiste s'exprimant à travers de la souffrance, c'est ce qui est réduit sur la pyramide de Maslow qui est là. Humain en quête de reliance. Depuis 1987, nous avons la potentialité d'être reliés au tout, mais pas la culture, pas les réseaux neuronaux, pas les schémas cognitifs, on n'a rien de tout ça. Et personne. Possibilité de reliance pour l'humanité, expression de la reliance, abolition du pouvoir du mental et de l'ego. Et ça, c'est le drame. Vous pouvez comprendre qu'on a un antagonisme qui est extraordinaire. D'un côté, on a un ego avec lequel on vit depuis 10 800 ans, qui nous a permis de survivre pendant ces 10 800 années en souffrant le moins possible et qui a fait un taf superbe, il ne pouvait rien faire d'autre. Et de l'autre côté, nous avons un inconscient qui, lui, agit sur un truc qui dit « tant que tu n'aimes pas, je me suis en résistance au changement, tu ne peux rien faire. » On sabote absolument tout. Et puis lui, il attend simplement une chose, c'est que je m'aime. Et le jour où je m'aime, l'ego, il dit « mais il n'y a plus besoin de moi, j'ai plus de raison d'être. » Je ne peux pas annihiler l'ego comme ça volontairement, et je suis dans l'antagonisme. Et c'est l'antagonisme de tous les humains aujourd'hui. Le souci de pouvoir se relier, de pouvoir aspirer à aller à la reliance, et de l'autre côté, d'être conditionné par un mécanisme matériel qui, lui, continue de manière addictive à répéter toujours les mêmes choses et ne peut pas entendre qu'il n'a plus besoin d'être. C'est comme si la moitié de vous devait mourir. Ce n'est pas évident, hein? Mais vous savez aussi bien, une fois que vous avez pris conscience de tout ça, qu'il n'y a pas le choix. Soit je meurs, et c'est un assassinat assisté par les gouvernances, soit j'ai un accès au paradis, un ticket gratuit pour aller au paradis. Mais je ne peux pas aller au paradis. J'ai essayé de créer l'année dernière une compagnie d'aviation, Paris Airlines, et puis je proposais des billets gratuits, etc. Personne n'est monté dans l'avion. Parce que, qu'est-ce que c'est que le paradis? C'est une image d'Épinal. On a tous envie d'aller au paradis parce qu'au paradis, on est bien, il ne se passe rien, je ne suis pas dans mon contexte habituel, donc je ne suis pas sous le joug de ma souffrance habituelle. Au bout de 15 jours, quand je suis au paradis, j'ai qu'une envie parce que j'ai fait le tour du paradis, c'est de rentrer à la maison parce que c'est plus confortable à la maison. Et on vit ça tout le temps. Tout le monde répète ça tout le temps. Le paradis, c'est simplement, à un moment donné, je suis centré, je suis intériorisé, j'apprécie ce qui est. C'est juste apprécier ce qui est. Par contre, on ne vous demande pas d'apprécier ce qui n'est pas appréciable. Hein. Si le monde d'aujourd'hui ne vous semble pas appréciable, n'essayez pas de le rendre apprécié. Il y a un grand vide entre les mots, entre l'acceptation. Nous, on est des spécialistes de l'acceptation, hein, parce que c'est culturel. De toute façon, je n'ai pas le choix, je peux t'accepter. Après, on essaye, Nasrine ou des gens comme ça, de dire il y a l'accueil. Puis nous, on dit mais non, l'accueil, une fois que mon sac à dos il est plein, je fais quoi de ce que j'ai dans le sac à dos? Je ne sais pas. Il y a l'appréciation, et là, contrairement, il n'y a rien. Il n'y a rien qui empêche l'appréciation. Il n'y a pas d'effet secondaire, il n'y a absolument rien du tout. Donc l'idée, c'est de s'intéresser à comment fonctionne l'appréciation. Il y a une histoire de pyramide. Il faut bien comprendre que
on n'a pas parlé de la proto-histoire, et puis on nous a créé une fausse histoire. Vous avez certainement compris que les Égyptiens, qui laissaient des traces absolument de tout, n'ont jamais laissé la moindre trace sur la construction des pyramides. Il n'y a jamais eu le moindre hiéroglyphe ou quoi que ce soit sur la construction. Donc, est-ce que les Égyptiens ont construit des pyramides ou pas? Et j'ai vécu une partie de ma jeunesse, enfin de ma vie, dans un pays qui n'existe plus, qui s'appelle la Yougoslavie, et j'ai gardé plein de contacts là-bas. Et puis en 2004, on me téléphone, on me dit, écoute, on a trouvé des pyramides en Bosnie, est-ce que tu as envie de venir voir? Il faudrait. Donc je suis allé voir. Et puis effectivement, des pyramides, 5 pyramides, dont la pyramide du Soleil est 33% plus grande que celle de Gizeh. Et puis c'était très intéressant parce qu'on s'est très vite compris que il y avait un schmilblick derrière tout ça, puisque Tito, de 1964 à 1966, avait un régiment qui a planté des pins de l'Atlas sur ces pyramides. Donc, il était parfaitement au courant. Il a fallu attendre le conflit des Balkans en 1991, où l'OTAN a fait des repérages aériens pour savoir s'il y a des caches d'armes. Il a trouvé des montagnes vides. Et puis, ils n'ont pas trouvé d'entrée aux montagnes vides, donc ils ont transmis le dossier à l'Institut d'archéologie de Sarajevo. Et puis, en fait, il y a des pyramides là-bas. Et ces pyramides sont assez extraordinaires parce qu'elles sont en béton. Un béton, des plaques de béton qui font 125 mètres de long, 75 mètres de large et 1 mètre à 1 mètre 50 d'épaisseur. Et il y en a 3 l'une sur l'autre. Et aujourd'hui, on n'a toujours pas réussi à percer un trou à travers pour accéder à l'intérieur. Et là, on s'est dit, mais il n'y a pas un engin sur la planète qui a pu monter des telles mécaniques. Et on a retrouvé même les traces dans la rivière où ils avaient fait les coffrages pour couler ces dalles de béton. Et donc, on s'est dit, bon, c'est bon. Ils ont fait des analyses de charbon de bois, trouvé, toutes les pyramides ont été comblées avec un espèce de l'os. Donc aujourd'hui, ils les vident, et ça se vide très facilement avec une louche dans une brouette. Et c'est comme neuf à l'intérieur. Et ils ont trouvé du charbon de bois. Le charbon de bois qui a été récupéré après obturation, 36 000 ans. Donc les pyramides ont été fermées il y a 36 000 ans. Elles étaient construites pour bien avant, et on n'en sait rien. Dans chaque salle, il y a des monolithes entre 2 et 20 tonnes en céramique. Personne ne sait aujourd'hui comment on a pu aller fondre de la céramique sous terre. Il n'y a pas d'explication. Et j'ai eu une chance complètement hallucinante, c'est 7-8 ans. Je passais là-bas, il y a eu un orage calamiteux. On était bloqué sur un parking au-dessus de la pyramide, là, à ce niveau-là, et il y avait des nuages, il y avait des éclairs terrifiants. Et tout à coup, eh bien, j'ai vu ce faisceau monter. Je suis sorti malgré l'orage, j'ai même été tester le réseau, le rayon, je ne savais pas du tout ce qui allait se passer. J'ai pris 50 photos et le soir, j'ai voulu montrer les photos à des amis, l'appareil photo est cramé. Et donc, le système s'est remis en route tout seul, comme d'ailleurs toutes les autres pyramides de la planète. C'est une équipe de Polonais qui avait fait les mesures. Ça fait donc un signal électromagnétique de 28 kHz sur un diamètre de 4,5. Et on retrouve exactement la même chose sur Gizeh, à Chichén Itzá au Mexique, même sur les pyramides en Chine. Donc la machine s'est remise en route. Pourquoi? Eh bien, tout simplement par l'effet plasmatique de la nébuleuse des Pléiades. Ça a réactivé tout ce qu'on avait appelé le système sacré. Qu'est-ce qui s'est passé dans la même situation que nous, il y a 11 000 ans en arrière? Eh bien, la disparition de l'Atlantide et de Mu. Il faut savoir aussi que l'Atlantide et Mu, ce sont des civilisations qui ont duré 250 000 ans successivement. Et c'est donc la dernière civilisation. Et aujourd'hui, nous sommes exactement dans la même situation que l'Atlantide et Mu. L'Atlantide et Mu, surtout l'Atlantide, avait accès aux technologies scalaires, dont on parlera un peu plus tard. Eh bien, aujourd'hui aussi, l'humain a accès à ces énergies scalaires. Ces énergies scalaires, par contre, ont été retirées. Ces énergies ont été développées, c'est le même savoir que Tesla, par le cursus universitaire iranien. C'est pour ça qu'on vilipende l'Iran depuis les années 50, après sur des critères d'utilisation du nucléaire, etc. Ce soit juste un prétexte. Et en 1987, Bush a réussi à racheter aux Iraniens, on ne sait pas trop comment, une partie de la technologie avec 17 ingénieurs iraniens qui sont partis travailler dans une boîte Delta Box à Houston, une boîte qui appartient au Bush.
Et ça s'est très mal passé. Les Iraniens ont été remplacés par des Chinois. Et puis, vous avez tous vu passer devant vos yeux le transfert technologique entre les États-Unis, le fameux MH370, Malaysian Airlines 370, je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, un avion qui a disparu. Il n'a pas disparu pour tout le monde, il a disparu avec les ingénieurs chinois qui travaillaient chez Delta Box et qui ont livré la technologie scalaire en Chine. Les Chinois n'ont pas voulu la gérer, ils se sont dit, nous, on ne va pas s'occuper de politique internationale, on est des commerçants, et ont confié le bébé à Poutine. Et aujourd'hui, Poutine a la guerre électronique, a la guerre, a absolument tous les outils de mécanique scalaire, ce qui fait qu'il est intouchable. Et à côté, le cinéma que vous voyez, cette provocation, etc., eh bien, c'est juste de la provocation de gens qui savent qu'ils ont déjà tout perdu. Donc ne vous inquiétez pas, les outils sont dans les meilleures mains possibles pour l'instant. Je vous fais grâce de tous les détails, ça fait partie d'une autre conférence. Voilà, nous faisons face à un effondrement des croyances. J'espère que ça, vous l'avez bien saisi. Remise en cause de nos valeurs, des besoins, des attentes, des principes de vie à tout niveau, de la notion d'amour, de peur, des psychologies. Dans les psychologies, la psychologie, c'est rien d'autre que l'intégration biologique de nos croyances. Si nous étions tous condamnés au bonheur, c'est ce que voudrait l'univers pour nous. J'espère que vous l'avez compris, c'est cette fameuse 5D qui se présente à nous. Abandonnons nos croyances et nos vérités pour rêver au meilleur de nous, afin de nous aimer tel que l'on est. Et si c'était ça le bonheur? Ça ne sort pas d'un chapeau, ça sort encore une fois de l'intelligence artificielle. Si ça, vous pouvez le métaphoriser pour chaque personne, eh bien vous avez la thérapie ultime. L'idée, ce n'est pas de réharmoniser, c'est parfait. L'inconscient ne fait aucune faute. Mais si vous partez avec un cancer, si vous partez avec un problème fatal, c'est la meilleure solution qu'a trouvé votre inconscient pour vous amener à un retour, à mourir pour pouvoir rejoindre une autre dimension. Il n'y a aucun jugement à avoir par rapport à tout ça. Il y a simplement à abandonner ses croyances. Tout est parfait. Maintenant, mourir en pleine conscience, c'est certainement plus confortable. Et c'est un peu le fil conducteur vers lequel je voudrais vous amener, c'est-à-dire de vivre en conscience, tout simplement. Vivre en conscience, ça veut dire quoi? Encore une fois, ce sont des mots, ce sont des concepts. Si ces concepts, je ne peux pas les appliquer, je peux toujours, oui, je vis en confiance, c'est comme si quand vous dites merci, quand vous dites quelque chose, c'est une habitude, c'est la rhétorique, mais il n'y a pas de vécu derrière tout ça. Alors que vivre le moment présent, c'est juste un vécu. Vous voulez l'outil ultime, eh bien, c'est le souvenir de la fois où vous avez aimé le plus dans votre vie. C'est la question qui tue. Vous avez tous aimé dans votre vie, fondamentalement, tous. Si je vous pose cette question, je dis, voilà, je te donne un bout de papier, tu me marques là-dessus, personne n'est capable de répondre. Et si je réponds, 99 fois sur 100, c'est un fantasme. On ne peut pas, ce n'est pas possible. Parce que si j'ai fait ça, si j'ai identifié ça, j'ai l'outil ultime qui me permet de faire lever la résistance au changement de l'inconscient et de faire ce que je veux de ma vie. C'est l'outil ultime. J'ai passé des centaines de stagiaires, il n'y en a jamais aucun qui a été capable. Et pourtant, vous avez fondamentalement et certainement tous aimé dans votre vie. Pourquoi? Bien parce que c'est un antagonisme entre l'inconscient qui n'attend que ça et l'ego qui dit « Ah non, 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 tout le système dont tu as hérité tes ancêtres, que tu vis tous les jours, eh bien, s'effondre à partir du moment où j'ai compris que tu t'aimais. » C'est ça la transition, c'est ça la difficulté. Mais ce n'est pas une difficulté, parce que d'un point de vue quantique, j'ai le droit de jouer avec ça, de faire ce que je veux. Le bonheur, c'est juste apprécier. Le jour où vous avez compris que apprécier, c'est la joie, c'est l'abondance, c'est la liberté, c'est tout ce que vous voulez. C'est juste conditionné par cette capacité à pouvoir apprécier. Si je suis dans la souffrance, et ça reste un fantasme, je peux jouer, je peux faire une parenthèse de liberté, je peux faire une parenthèse de tout ce que je veux dans ma vie, mais je ne le vis pas. C'est juste
Une image, c'est juste une métaphore.